En fait, moi, ce que je veux, c'est que la profession se crédibilise. Aujourd'hui, on est sur un métier qui n'est pas réglementé. Tu peux aller à la Fnac, tu peux aller acheter ton boîtier, tu vas sur Internet, guichet unique, INPI, tu te déclares, demain, tu es photographe. Aujourd'hui, si on n'est pas une profession forte, si on ne montre pas qu'on est autre chose que des pouces-boutous, si on ne montre pas qu'il y a une vraie communauté active, en fait, on ne s'en sortira pas. Le métier, il va finir par péricliter. Voilà, moi, je veux et je donne tout pour qu'on ait une cohésion qui soit forte, parce que je reste persuadée que c'est ça qui va faire que demain, on va porter la profession et qu'on pourra aller au-devant de choses qui n'existent pas encore. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Amélie Soubrier, photographe et présidente de la FFPMI, la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Dans cet épisode, elle nous parlera de cette institution qui rassemble les photographes artisans et qui forme ses membres au développement de leurs activités commerciales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant et en laissant un commentaire ou une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie d'Amélie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amélie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Fred. Me présenter. Eh bien, écoute, je suis une femme de 44 ans bientôt. Je suis photographe depuis 15 ans maintenant. En fait, moi, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce et j'ai longtemps travaillé dans le privé, dans la pharma notamment, et à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la photo quand j'ai eu mon premier fils en 2008. Et en fait, très vite, je me suis lancée comme photographe professionnelle. Donc voilà, je ne pensais pas rester sur le marché aussi longtemps et aussi bien, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a accrochée. J'ai aimé la relation avec les clients. J'ai adoré la relation avec les autres photographes. Parce qu'il y en a beaucoup qui, surtout il y a 10-15 ans, c'était quand même très solitaire. Il y avait beaucoup moins de photographes que tu en as aujourd'hui. Mais très vite, j'ai rencontré quelques photographes avec qui on a bien accroché, avec qui on a monté des événements. Enfin, c'était il y a longtemps déjà, mais les journées PEPS, j'avais fait Focus aussi avec Joanne Dashi. Et en fait, ça a créé toute une communauté qui a fait que je me suis vraiment insérée dans le milieu de la photo et au milieu de la photo artisan, on va dire photographie sociale. Et donc, en fait, je suis toujours là depuis 15 ans et j'ai repris, en fait, en 2019, sous l'impulsion de Thibaut Chap, j'ai repris ce qu'était le GNPP, en fait, à Paris. Enfin, le GNPP a été transformé en FFPMI et en fait, Thibaut m'a incité à remonter une antenne parisienne en 2019, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et en fait, j'ai repris la tête de la fédération nationale, eh bien, écoute, l'année dernière, en février 2023. Donc voilà, je suis toujours photographe à temps plein, hein. J'ai un studio qui est à Saint-Cloud. Je ne travaille qu'avec les femmes enceintes et les bébés. Donc vraiment, nouvelle catégorie de photographes qui font de la maternité. Et donc voilà, je partage mon temps entre la fédération, mon studio et pour l'instant, je m'éclate et vraiment, j'adore ce que je fais. Voilà. D'accord. Bon, pour qu'on comprenne bien, GMPP, FFPMI, tu peux définir les termes ? Groupement national de la photographie professionnelle. En fait, le GNPP, organisation professionnelle représentative, créée 1946, je ne te dis pas de bêtises. Ça a œuvré longtemps pour le bien des photographes, côté artisan, parce qu'en fait, dans la photo, aujourd'hui, tu as toujours eu d'ailleurs 3 grosses organisations professionnelles. L'UPP, je crois, l'Union des photographes professionnels, qui représente principalement les photojournalistes et tous les artistes-auteurs. Tu as GNPP qui est devenue 2018 la FFPMI, donc Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Nous, on est axé principalement sur les artisans photographes, donc tout ce qui est photographie sociale. Et ensuite, il reste la FNP. Je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais je pense que c'est Fédération nationale de la photographie. Et en fait, la FNP s'adresse principalement à tout ce qui est négoce. Donc, tout ce qui était avant les boutiques Camara, Fox. Et aujourd'hui, la FNP regroupe aussi tout ce qui est photo web, toutes ces grosses sociétés-là, en fait, qui ont des salariés et tout ce qui est négoce. Donc, voilà, le marché est divisé en trois grosses organisations.
Et donc, FFPMI, aujourd'hui, on est la fédération qui représente 1200 artisans. Alors, principalement artisans, parce qu'on a quand même des artistes-auteurs aujourd'hui qui aiment la dynamique qu'il y a au sein de la Fédé, donc qui nous rejoignent malgré tout, même si ce n'est pas notre cœur de métier, on va dire, que de les défendre eux. Mais donc voilà, on fédère beaucoup. En fait, on porte bien notre nom de fédération parce que on défend le métier. Enfin, moi, je suis à fond dans la défense et la promotion, la valorisation de la profession. Mais on a un vrai leitmotiv sur tout ce qui est cohésion. Cohésion, accélération de carrière, business. On essaye vraiment d'emmener les photographes et de leur faire comprendre que la photo, c'est une chose et c'est le support. Mais qu'aujourd'hui, si on veut en vivre et si on veut que ça avance et si on veut que la profession soit forte, il faut malheureusement commencer à s'intéresser sérieusement à tout ce qui est business, la communication, le marketing, la vente, puis voilà, tout ce qui est autour et qui fait que la société, elle va être pérenne et qu'elle va être rentable, surtout. Mmh. Ouais, Voilà. bah, ça tombe bien, c'est un peu la raison d'être de ce podcast, d'accompagner les photographes dans ces questions-là de marketing. Donc c'est bien, tu vas être pas une des rares invités, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partagent aussi cette vision de l'importance que doit avoir un photographe de savoir maîtriser le marketing. C'est pas un vilain mot. Après, pour des photographes artisans, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre que des photographes auteurs ou des photojournalistes. Parce que les photojournalistes et les auteurs n'ont pas trop cette vision. Enfin, le mot business, pour le coup, est encore un gros mot, j'ai Mmh. l'impression. Encore aujourd'hui, c'est assez triste d'ailleurs. Euh, Comment tu expliques, toi, que les artisans soient si attentifs, enfin pas attentifs, mais pour eux, c'est beaucoup plus naturel, et notamment la question de se regrouper, pas rester seul dans son coin, de faire des événements, d'aller à des événements ensemble, type PEPS, comme tu as parlé, etc. Alors, en fait, c'est pas naturel. Enfin, pour le coup, je t'arrête, c'est pas naturel. Moi, enfin, tu vois, quand j'ai repris la Fédé avec Thibaut, quand on a recommencé vraiment à essayer de développer ça, il y avait que 250 photographes en France qui étaient à la FFPMI. Donc autant dire qu'on est parti de loin, loin, loin. En fait, c'est pas naturel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut justement, enfin, on a des gens qui sont plus visibles que d'autres dans le métier. Et en fait, enfin, moi, je m'évertue à ça parce que moi, je suis pas très visible et enfin, j'essaye de pas trop me montrer, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, il y a une chose que j'essaye de faire vraiment, c'est de mobiliser les gens qui ont de la visibilité à intégrer la fédération et à être moteur sur ce genre de choses. Parce que je suis persuadée, ça c'est vraiment, je bassine tout le monde. Là, on a remonté, j'ai 19 régions. En fait, la fédération, la façon dont on est organisé, donc moi je préside la fédération nationale. Et en fait, cette fédération nationale, elle chapeaute 19 fédérations régionales. Donc, en fait, si tu veux, au niveau national, ce qu'on fait, c'est apporter de la ressource, on crée des choses, on génère, enfin, on génère je sais même pas quoi te dire, pas de l'énergie, mais en tout cas, on donne l'impulsion. Voilà, je génère de l'impulsion, c'est exactement ça, pour que ces 19 régions et ces présidents de régions et ces bureaux régionaux aillent justement au-devant des gens pour créer de l'événement, mais surtout pour leur donner envie de venir. Parce que, en fait, heu très clairement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où on va chercher les gens les uns après les autres. Les bureaux régionaux, tu vois, on était tous ensemble à Paris la semaine dernière parce que je veux leur expliquer, en fait, comme tu irais chercher un client, nous, entre guillemets, on va chercher un adhérent. Alors, la différence avec ton business de photographe, c'est que nous, on n'a pas besoin de ça. Enfin, je veux dire, on n'a pas pour but d'être rentable, rien du tout. On est vraiment dans une dynamique de créer une vraie communauté autour de la profession et de faire en sorte que ça bouge. Parce qu'en fait, si ça bouge à plein de niveaux, ça va finir par bouger, tu vois, dans la visibilité qu'on a sur l'extérieur au niveau du grand public. Là, on a fait un super événement, avec le Secours, populaire, Secours catholique, non, Secours populaire, pardon. Je finis par me mélanger. En fait, on a organisé on avait 25 antennes partout en France avec, une dizaine de photographes bénévoles à chaque fois, et on a pris en photo des familles défavorisées. Et tu vois, on a une visibilité, de dingue. On a eu France 3 sur plein de régions, des articles de presse. En fait, moi, ce que je veux, c'est que la profession, se crédibilise. Aujourd'hui, on est, sur un métier qui est pas réglementé. Tu peux aller à la Fnac, tu peux aller acheter ton boîtier, tu vas sur internet, guichet unique, INPI, tu te déclares, demain tu es photographe. Aujourd'hui, si on n'est pas une profession forte, si on montre pas, qu'on est autre chose que des pouces-boutons, si on montre pas qu'il y a une vraie communauté, active, en fait, on s'en sortira pas. Le métier, il va finir par péricliter. Voilà, moi je veux
et je donne tout pour qu'on ait une cohésion qui soit forte, parce que je reste persuadée que c'est ça qui va faire que demain, on va porter la profession et qu'on pourra aller au-devant de choses qui n'existent pas encore. On n'arrivera jamais à faire réglementer. Mais je pense que si demain on est nombreux, par exemple, à faire de la photographie de nouveau-nés et qu'on arrive à mobiliser sur ce sujet-là, où tu vois, il y a des vraies dérives en termes de sécurité, d'hygiène, et cetera. Moi, je pense que je vais pouvoir finir par faire passer, des formations certifiantes ou peut-être, des réglementations sur certaines choses. Mais le problème, c'est que si ça représente, 300 personnes et qu'en plus il y a pas une vraie communauté autour de ça, on pourra jamais rien faire. Et est-ce En que fait, il y a plein de sujets où il faut vraiment qu'on soit regroupés et forts. est-ce que le fait de réglementer va pas justement, retirer un peu l'intérêt de ce métier qui est très libre et comme tu l'as dit, il y a pas de barrière à l'entrée, il y a pas besoin de faire une école, il y a pas besoin de faire des formations certifiantes, il y a pas besoin de payer pour pouvoir pratiquer cette profession? Est-ce que ça va pas être l'effet inverse? Tu vois? Je te parle de ça parce que dans le métier de photo enfin pour la photo de presse, je sais qu'il y avait eu quelque chose qui a été très mal fait, c'est qu'il y a eu un texte de loi qui avait été voté il y a quelques années pour imposer une pige minimum, pour les journalistes et du Mmh. coup pour les photojournalistes et sauf qu'en fait, c'était complètement hors sol. C'était un truc comme 60 € la prestation photo, tu vois? Un truc comme ça et du coup, le fait qu'il y ait cette loi qui soit votée, bah, du coup, le client va plus facilement dire: «Bah, attends, je vais pas payer 200 balles ou 300 balles alors qu'on m'impose de faire un seuil max Ouais. minimum, tu vois, de 60». Non, mais de toute façon, dis-toi une chose, hein, elle sera jamais réglementée, la profession. Là, aujourd'hui, si tu regardes ce que nous fait le gouvernement, on va plutôt dans le sens de la déréglementation, tout azimut, plutôt que de la réglementation. Eux s'oublieront jamais. Après, je pense que c'est de l'encadrement et tu peux avoir de l'encadrement et d'ailleurs les fédérations je pense qu'on est là justement pour éviter les dérives. Moi, je pense que mon rôle, sans être gendarme, c'est de dire: on a certaines parties de notre profession, en tout cas en photographie sociale, sur lequel on constate, des dérives, clairement, ou des abus. Moi, la photographie de nouveau-nés avec des bébés qui ont moins de 15 jours, sur des photographes qui font ça, le samedi après-midi parce que, ça arrondit leur fin de mois, qui font ça au milieu de leur salon avec, tu vois, aucune règle d'hygiène, de sécurité, enfin, parce qu'il y a vraiment des choses quand même, aucune connaissance de l'anatomie du nouveau-né, des réflexes, de plein de choses. Ça, je pense que c'est quelque chose où tu vois, peut-être qu'on réglementera jamais parce qu'en fait l'État laissera faire. Par contre, nous, en tant que fédération, on va essayer de se positionner comme référent. C'est-à-dire que, là, on va sortir un guide cette année sur les bonnes pratiques de la photographie nouveau-né. On est en train de travailler sur une formation certifiante. Alors cette formation, elle ne sera jamais obligatoire. On ne va pas la rendre obligatoire, sauf si l'État, peut-être que dans 10, 15 ans, juge qu'il y a, tellement d'abus qu'il faut peut-être, faire passer ça en formation certifiante obligatoire. Mais en fait, si tu veux, l'avantage qu'on a, c'est que petit à petit, en fait, on va mobiliser aussi le grand public sur les règles à respecter. Parce que quand ils vont voir un ou 2 photographes qui communiquent sur leur formation certifiante, où ils sont formés aux premiers secours ou, à l'anatomie, aux réflexes, à comment on gère les bébés et cetera. Bah, tu vois, petit à petit, en fait, tu as un client qui va aller voir un photographe qui va dire: «Moi, je suis formé» et cetera et petit à petit, le message va se diffuser au sein de la population et c'est ça qui m'intéresse, que le grand public soit conscient, en fait, des problèmes que tu peux avoir sur ce genre de prise de vue et que petit à petit, on éduque. Qu'on éduque, que ce soit sur le prix des images, pour pas que tout le monde fasse n'importe quoi, qu'on éduque sur la valeur d'une image et qu'on éduque aussi sur toutes les dérives qu'il peut y avoir, et notamment en grossesse, enfin, en nouveau-né, en tout cas, certains. Je pense qu'il faut y aller petit à petit, mais en posant les bases de choses et en éduquant le grand public, les photographes et cetera. On va arriver sur une profession qui va s'encadrer par elle-même, tu vois? Je Mmh. pense. Ouais, je En tout vois. cas, c'est peut-être utopique, mais en tout cas, nous, c'est le chemin vers lequel on tend, en tout cas en nouveau-né, à essayer de poser les bases et petit à petit de peut-être réussir à faire écrire quelque chose. Tu sais, en scolaire, je ne sais pas si c'est des sujets que tu connais, mais en scolaire, ils ont fait une charte en 2003. Alors la charte, elle n'est pas obligatoire, mais elle a été mise en place par l'État parce qu'il y avait pas mal de dérives au niveau scolaire et qu'ils ont fini par poser les bases de ce qu'étaient, les bonnes pratiques de la photographie scolaire. Mmh. Et ben, tu vois, je me dis: «Pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas arriver à quelque chose comme ça sur la photographie de nouveau-né?» Ouais, Pourquoi pas? ouais, bien sûr. Bah, on a bien une charte de déontologie pour les journalistes, autant en avoir une aussi pour tous les types de professions et pouvoir s'y référer. C'est quoi les autres types de dérives que tu observes, dans ce métier, pour la partie, artisan?
Hello, c'est Fred et je me permets d'interrompre cet épisode quelques secondes pour vous parler d'une ressource gratuite qui vous attend en description de cet épisode. Il s'agit d'une boîte à outils numérique dans laquelle vous trouverez des e-books et des ateliers en vidéo qui vous aideront à trouver plus de clients et faire grossir votre activité de photographe. Vous pouvez y accéder dès maintenant si vous le souhaitez, c'est gratuit. Merci pour votre attention et je vous laisse pour la suite de l'entretien. Bon, tu sais, chaque petite partie, comme en fait, au sein d'une profession, on en a plein. Nous, notre vrai problème, on a une structure qui s'appelle la Sopromi. Avant, c'était ce qu'on appelait notre commission fraude. Alors bon, on l'a renommée parce que fraude, c'était... Voilà. En fait, nous, notre vrai problème dans l'artisanat, très clairement, c'est concurrence déloyale. C'est tous les photographes à bas prix. C'est pas... je vais pas te dire que c'est la double activité, mais c'est un peu le pendant de la double activité des photographes qui font ça pour arrondir leur fin de mois et qui, au final, prennent quasiment rien parce qu'ils sont en cours de constitution de portfolio, parce que de toute façon, ils n'ont pas vraiment besoin d'argent et parce que ce sont des passionnés. Tu sais bien que sous le coup de la passion, on n'est même pas obligé de se faire payer. Donc ça, c'est vraiment notre plus gros problème, tout ce qui est concurrence déloyale et après, tous les photographes non déclarés. C'est les deux choses sur lesquelles enfin, moi, je suis mobilisée sur les sujets, c'est le scolaire, ce que je te disais, les photographes qui ne respectent pas la charte et qui vont dans les écoles, tu sais, avec des fonds de Noël, etc. Dans la charte, on te dit, quand tu vas faire des photos scolaires, il faut que tu utilises le fond de la classe. Tu vois, l'idée de la photographie scolaire, c'est de rappeler aux enfants le temps passé à l'école. Si tu arrives avec un décor, avec un Père Noël, ou tu mets les enfants dans une boîte, comme on peut voir, enfin, en gros, elle est où l'évocation du temps passé à l'école? Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Après, oui, c'est des gens qui ne sont pas contents parce qu'il a fait du nouveau-né et que le bébé, il était perché sur une chaise et que c'est dangereux. Et après, c'est tout ce qui est le travail non déclaré et la concurrence déloyale. Voilà. Nous, c'est les sujets qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Ouais. Tu as dû voir que dans les précédents épisodes du podcast, on a invité ton homologue de l'UPP, de l'Union des photographes professionnels, Mathieu Baudot, qui nous parlait des combats de l'UPP qui sont assez différents au final, mais parce que c'est pas le même public, on va dire, c'est pas le même photographe, même si parfois il y a des photographes qui peuvent être dans les deux, parce que tu l'as dit, il y a des gens qui font de l'artisanat, mais aussi qui font aussi du droit d'auteur, voire du photojournalisme. Est-ce que c'est quoi la place du droit d'auteur dans votre organisme et quelles sont les actions que vous faites ou vous faites pas forcément pour cette partie-là? Écoute, c'est ce que tu disais. On est vraiment sur deux fédérations, deux organisations qui sont complètement différentes. Et justement, en fait, aujourd'hui, ce que je trouve bien, c'est que pendant longtemps, ces organisations-là, elles n'ont pas très bien travaillé ensemble. On était un peu chacun dans notre coin, voire même un peu fâchés. L'avantage aujourd'hui, enfin en tout cas moi quand je suis arrivée en 2023, j'ai dit c'est important qu'on travaille tous ensemble parce que justement, je pense qu'on mène pas tous les mêmes combats et c'est même intéressant d'ailleurs qu'on mène pas tous les mêmes combats parce que ça veut dire qu'on peut mener plus de combats. Et c'est vrai que l'UPP est très à cheval sur tout ce qui est les droits d'auteur, l'originalité de la preuve. C'est des dossiers sur lesquels Mathieu et ses équipes travaillent énormément. Et pour le coup, en fait, on en discute régulièrement. Nous, au sein de la fédération, aujourd'hui, on est beaucoup moins sur le droit d'auteur. D'ailleurs, ça commence à nous être demandé, mais moi, c'est un sujet que je ne gère pas, qui ne fait pas partie de nos préoccupations. Déjà parce que je sais que l'UPP s'en occupe. Et non, nous, on est aujourd'hui, très clairement, on est sur deux fédérations qui sont complètement différentes, autant dans leur combat que dans leur façon de défendre le métier, je pense. Nous, aujourd'hui, une des choses sur lesquelles on est, c'est clairement d'aider les photographes, c'est de revaloriser la profession. Donc, une des choses qu'on fait et un des points qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de réassocier en fait le métier au métier. Enfin, on a intégré la Confédération des métiers d'art l'année dernière parce que un de nos chevals de bataille aujourd'hui, c'est de dire on est un métier de compétences et de savoir-faire. Et en fait, ce qu'on prône, c'est vraiment que les photographes chez nous puissent se mettre en avant ces compétences-là. Donc, dans nos combats, il y a ça, les encourager à faire les demandes de titres d'artisan d'art ou de maître artisan d'art, parce que indirectement, une des choses sur lesquelles on travaille énormément, c'est l'accompagnement
de nos professionnels et des artisans sur tout ce qui concerne les parties, entre guillemets, business. C'était quelque chose qui était, c'était pas avant réellement le rôle d'une organisation professionnelle. Et c'est vrai que à l'époque, enfin, une organisation professionnelle, il faut se dire, hein, c'est un syndicat. On est un syndicat. Moi, je siège alors pas l'UPV parce que c'est un peu différent. Moi, je siège avec la FNP, à la branche photographie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses au-dessus, qu'on ne perçoit pas et qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert ça, en fait, quand j'ai pris mon poste. Tu as, 2 organisations professionnelles représentatives aujourd'hui, qui siègent à la branche photographie. Donc en fait, tu sais, la branche, c'est, le lien direct, en fait, entre les organisations professionnelles et les instances gouvernementales. Et en fait, le président de la branche aujourd'hui, photographie, parce qu'on a encore la chance d'avoir une branche, en fait, comme tu as la branche des taxis, la branche des coiffeurs. Alors, tu as des branches et des professions qui sont fortes, comme les taxis, ils sont très forts, les coiffeurs sont très forts aussi, très puissants, parce qu'ils sont nombreux. Et en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a encore la chance d'avoir une branche. Donc, il faut savoir que l'État est en train de diminuer le nombre de branches. Quand tu as encore ta branche, tu peux mener des actions pour la promotion de ton métier. C'est-à-dire que tu peux faire valoir les choses dont tu as besoin. Et c'est ce qui fait que, par exemple, notamment au moment, de la crise sanitaire, on a été, bien défendus et on a été mis là où il fallait parce que les organisations professionnelles, individuellement, se sont bougées pour faire des choses, mais c'est surtout parce qu'on a encore une branche photographie qui nous représente et avec, le président de la branche aujourd'hui qui est Philippe Paillat, c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis 25 ans et qui a des relations incroyables et on lui doit aujourd'hui beaucoup, sur le fait que le métier, puisse être bien représenté, tout enfin, en tout cas quand on a des demandes au final, quand on a des vraies demandes, généralement quand même ça on est pas mal appuyé. Et donc, aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir une branche photographie. Moi, j'y siège. Et en fait, si tu veux, cette branche, elle existe aussi parce qu'on a un nombre de professions et de salariés dans le métier qui est important. Et c'est pour ça que c'est important et que nous, on travaille beaucoup sur l'aspect cohésion. C'est parce que plus on sera nombreux, en tant que photographe à adhérer justement aux organisations professionnelles, bah, plus on sera entendu et plus on aura la chance de conserver cette branche photographie. Il faut savoir qu'à la branche, on siège avec la CGT, la CFDT, l'UNSA, tu as t'as tous les syndicats de salariés. Parce qu'en fait, nous, on perçoit le monde de la photographie comme, bah, tu vois, moi j'ai mon studio, je suis indépendante, enfin, je suis pas toute seule, mais j'ai une alternante. Mais en fait, on a encore des grosses sociétés dans le milieu de la photographie qui ont des salariés. Et en fait, c'est ce qui nous permet de prétendre à cette branche. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas dans ce qui se passe, tu vois, au-dessus et dans les gens qui font un peu la pluie et le beau temps sur le métier. Et c'est ce qui influe sur le scolaire, sur l'identité. Tu vois, l'identité, c'est un business qui va tomber et que les photographes ne perçoivent pas. Et moi, tu vois, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais c'est tellement riche. Enfin, tu vois, moi, j'ai tellement de sujets différents. Mais tu vois, l'identité aujourd'hui, je sais pas, c'est un sujet que tu connais un peu ou pas du tout, l'identité, la Les photos photographie d'identité? d'identité? Pas trop, non, on n'a pas eu encore de personnes. D'ailleurs, si tu as des recommandations de photographes qui peuvent intervenir sur cette question, je suis preneur, ouais. Bah, oui, je pourrais te donner des noms, ça, il y a pas de souci. Mais l'identité, si tu veux, aujourd'hui, il y a l'identité qu'on connaît. Toi, tu as l'impression que tu vas au photomaton, tu fais ta photo. En fait, depuis quelques années maintenant, il faut, si jamais tu veux faire ton permis de conduire ou un titre de séjour, il faut que tu signes la tablette, hein, et en fait, la photo d'identité est envoyée directement à travers un collecteur dans, les mairies, les préfectures, enfin ceux qui te font les pièces d'identité. En fait, c'est un marché qui va exploser, l'identité, parce que cette obligation de signer et que l'image soit envoyée à un collecteur, elle va être mise sur l'ensemble des papiers d'identité, passeport, carte d'identité, l'ensemble des papiers. Et en fait, les cabines photo le font, mais c'est très clairement ça, le jour où ça va passer, je crois qu'on parle de 27 millions de titres. Et en fait, ça va ramener, un peu de fait, ça va ramener la population chez les photographes. Et en fait, tu vois, un des combats qu'on mène, nous, à la fédération, c'est de faire prendre conscience aux photographes de l'intérêt de la photo d'identité. Parce que, tu vois, c'est un peu le parent pauvre. En soi, il y a pas y a pas de droit d'auteur, hein, sur la photo d'identité. C'est très standardisé. Il faut que ton fond, il soit uni, gris blanc. Il faut, que la personne ne fasse pas de sourire, que ses yeux regardent en face, qu'on voit bien ses oreilles, que ses cheveux n'y passent pas voilà, c'est très, processisé. Mais
ça va représenter dès que ça va se mettre en place. Alors ça devait arriver il y a 1 an, il y a 2 ans, enfin, c'est toujours retardé parce que je pense qu'il y a personne en haut qui ose signer le papier. Parce qu'en fait, ça va être compliqué à mettre en œuvre et ça va impacter pas mal de changements. Mais prochainement, en fait, la photo d'identité, il faudra aller chez le photographe ou dans ceux qui feront les photos d'identité. Aujourd'hui, les opticiens, si tu regardes bien, commencent à s'intéresser sérieusement au marché de l'identité. Tu as, Chris qui mettent des corners en place, dans tout leur, je crois que c'est Chris, qui mettent en place, des corners photos d'identité, dans leur boutique. Parce qu'ils savent bien que le jour où ça va arriver, ça va être une manne pour faire rentrer les gens dans ta boutique, dans ton commerce. Et en fait, tu vois, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. C'est un des combats qu'on a eu l'année dernière. Alors, on en parle toujours, mais chaque année, quand même, on change un peu de sujet parce qu'il y a tellement de sujets à traiter. Mais l'année dernière, on a fait tourner une très grosse formation sur toute la France pour les photographes à un coût très réduit parce que l'idée, c'était que ce soit accessible à tous pour leur expliquer comment on faisait de l'identité correctement, parce qu'il y a quand même même si c'est pas très compliqué, il y a quand même des règles à respecter et que tant que tu les connais pas et que tu les comprends pas, bah, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se faire comprendre aux photographes que c'est aussi le moyen de faire rentrer des gens dans les studios aujourd'hui. Moi, j'entends dire à longueur de temps, c'est compliqué. Les marchés sont compliqués aujourd'hui. Il y a moins de clients, les clients ont moins d'argent, les clients dépensent moins, etc. Oui, mais alors dans ce cas, il faut aller les chercher, les clients. Et c'est vrai qu'à l'heure où tout le monde me dit c'est la crise, moi je dis, vous tenez là un superbe levier pour faire venir les gens dans ton studio, pour leur montrer que ton studio est chouette, que tu as des compétences, que tu fais des belles photos, pour leur présenter ton offre, pour susciter l'envie, tu vois, tout simplement. En tout cas, c'est plus facile une fois que le client il est chez toi, d'essayer de lui vendre autre chose et de générer du chiffre d'affaires. À l'heure où tout le monde me dit: «On n'arrive plus à trouver de clients», voilà. On a essayé d'expliquer ça, aux photographes, donc on a formé, 150 personnes, je crois, l'année dernière et voilà, tu vois? C'est des choses on est très, notre fédération, on est dans la valorisation, la défense, la promotion du métier et on est, également dans l'accompagnement de l'artisan, enfin du professionnel pour, l'aider à avoir une activité, la plus pérenne et la plus rentable possible. C'est Mmh. quelque chose sur lequel, en tout cas moi, sous ma présidence, je l'ai toujours dit, tous les aspects business, malheureusement, il faut que les professionnels comprennent que ça devient hyper important. On ne peut plus juste vendre nos prestations parce qu'on fait de belles images. Il y a trop de concurrence et puis, l'arrivée des smartphones, hein. Les gens aujourd'hui, ils peuvent se faire des photos sympas, tout seuls aussi. Donc, on doit prouver qu'on est meilleur, qu'on a plus de compétences, plus de savoir-faire. Donc, voilà, il y a beaucoup de chantiers à mener Ouais. en même temps. Et juste pour un complément, parce que ça me semble étonnant, il y aura les cabines, type photomaton, ça Ah, ils fonctionnera plus? pourront, si, si, ils pourront. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tu as pas mal de refus. Moi, tu sais, j'ai un studio et en fait, je récupère plein de gens qui arrivent des cabines parce que refus. Le refus de quoi? Bah, refus, des images, quand ils arrivent à la préfecture ou à la mairie pour faire leur pièce. Ah bon? Parce que tu sais, bah, les gens, ils sont pas guidés. Donc, ils regardent pas exactement en face ou tu vois pas les 2 oreilles ou alors les cheveux dépassent un peu du haut du truc. Il y a beaucoup de problèmes, hein, sur les cabines photo. C'est assez, ouais, ouais. Attends, le Et truc puis qui après les te attends, j'ai fait il y a pas longtemps, le truc qui te dit, tu as même une IA qui te dit en gros si c'est pas bon, c'est pas validé. Enfin, comment le mec il fait pour rater la consigne basique de mais regarde par là? peut-être parce que toi, tu es, aware, enfin, tu as écouté, tu as regardé. Moi, j'ai plein de petits papis et mamies, qui reviennent, Ah ouais. qui sont allés en cabine. Après, tu as aussi une autre limite, c'est, tous les enfants. En fait, c'est quasiment impossible de faire des photos d'identité d'enfants, dans les cabines. Donc, ça, c'est aussi compliqué. Mais non, non, on a vraiment beaucoup de gens qui reviennent chez le photographe parce que, leurs images ont été refusées sur les cabines photo. OK. Mais bon, de toute façon, les cabines photo suffiront pas. Aujourd'hui, il faut que les professionnels s'y mettent parce qu'il va y avoir tellement de titres qui vont être obligés, où il va falloir signer et cetera. C'est plus juste aller faire une photo comme ça, là, il y a une vraie manip derrière. Donc Non, mais après non, tant c'est un mieux. marché, Tant mieux, bah, c'est sûr. oui, Après oui, c'est mais tant mieux, mais en même temps, on n'a pas, le problème, c'est que le législateur a pas dit, le marché est pour les photographes professionnels. mmh. Il a dit, tous ceux qui, dans l'objet de société, auront, photographie d'identité pourront en faire. Donc là, le problème aujourd'hui, c'est que si les photographes sont pas prêts, c'est pas grave. Les auto-écoles vont s'y mettre, les opticiens. Les opticiens, c'est une manne pour eux en plus parce que, actuellement, quand tu as une boutique,
d'optique. Les gens qui travaillent dans la boutique sont des gens qui sont diplômés optiques. Sauf que là, en fait, ça te permet d'embaucher quelqu'un qui va faire des photos d'identité et qui n'a pas besoin d'être opticien. Donc, tu vois, ça leur permet aussi d'avoir accès à une main-d'œuvre qu'ils ne pouvaient pas avoir en temps normal. Donc le marché, il n'intéresse pas que nous, quoi, très Non. clairement. Et je trouve ça dommage que les photographes, alors que c'est notre cœur de métier, qu'on ne soit pas capable. Tu sais, c'est un peu le parent pauvre. Moi, avant, je faisais du mariage et le mariage, c'était le parent pauvre, quoi. En fait, c'était photographe de mariage, vraiment. Enfin, quand j'ai commencé, en tout cas, la photo, c'était. Et ben, la photo d'identité, c'est pareil aujourd'hui. Voilà, si tu fais de la photo d'identité, c'est vraiment que. Ouais. Alors, moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, la photo d'identité, ça fait rentrer des gens dans mon studio. Ça fait, je pense que ça augmente ma notoriété au niveau local. Et c'est pas, voilà, moi, je suis à Paris, alors c'est vrai que c'est un peu différent. Mais sur des gens qui sont en province, tu vois, le local compte énormément. Donc, te positionner comme étant le photographe de la ville et tu faire de l'identité, faire venir les gens, etc., moi, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Ah, mais est-ce qu'il y a pas, je me fais l'avocat du diable pour ça, est-ce qu'il y a pas aussi en cause bah, tu vois, toi et moi, quand on a commencé, je pense qu'on a été aussi très influencés par les conseils de personnes qui étaient soit très établies, soit qui étaient pas forcément, pour qui ça marchait pas trop et qui étaient un peu aigris. Et, et dans les deux cas, il y a un truc qui revient souvent, c'est t'es pas assez cher, il faut augmenter tes tarifs, machin. Donc, expliquer à quelqu'un que tu vas travailler pour, tu vas vendre des photos quelques euros, parce que si tu veux être compétitif par rapport à une machine, tu peux pas non plus facturer 10 fois plus que la machine à un moment donné. Et si derrière ta grille tarifaire, elle est, tu vois, la grille tarifaire de l'identité est 10 fois moins importante que la photo de couple que tu vas faire ou la photo de bébé, Mm. etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu délicat aussi Est-ce de que tu sais, revenir. tu connais le coût d'acquisition d'un nouveau client? Ça En dépend. fait, c'est hyper élevé. Bah oui, mais aujourd'hui, tout le monde paye de la pub sur Google Ads. Enfin, tout le monde dépense des budgets marketing qui sont Ouais, incroyables. ouais. Alors que là, on te donne l'opportunité de prendre quelques euros. Et encore, tu sais, moi, je fais de l'identité. Bon, moi, je suis spécialisée en bébé et en bébé. Ok, donc, je fais de l'identité, mais principalement pour les bébés. Tu sais combien je prends en photo d'identité de bébé? Je ne sais pas si je peux le dire. Je prends Vas-y, parce que. 40 euros. Je prends 40 euros. Ouais. Pour les bébés de moins d'un an, je prends 40 euros. Parce qu'en fait, je peux y passer 3 secondes et demie, comme je peux y passer 1 heure. Et les clients, je leur explique. Après, j'oblige personne à venir chez moi. Mais par contre, j'en fais entre 4 et 6 par semaine. Parce que personne ne fait de l'identité. Parce que personne ne veut faire de l'identité. Hmm. Parce que je me trouve face à des gens qui ont appelé plein de boutiques, plein de studios, où on leur dit: «Ah non, nous, on ne fait pas les bébés, c'est trop compliqué.» Au final, moi, je m'en sors quand même plutôt bien. Franchement, je y ai passé une fois 40 minutes avec un bébé de 16 mois où il ne voulait pas. Mais tu vois, et je prends 40 euros. Et sincèrement, 40 euros, Hmm. sincèrement, j'ai pas l'impression de travailler pour quelques euros. Quand je mets un quart d'heure à le faire, je trouve que c'est plutôt une rémunération qui est ultra correcte. Alors après, oui, je suis en région parisienne. Oui, on est vraiment très, très mal desservi en termes de photographes qui font de l'identité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue marketing, moi, je connais plein de photographes, je parle beaucoup. Quand je vois les budgets qui sont dépensés en pub sur Meta, sur Instagram, sur Facebook et tout ça, je me dis, mais commencez par, à la limite, sincèrement, quand tu as un client à qui tu fais une identité à 15 ou 20 euros, si c'est un client que tu peux faire venir après pour une séance famille ou mais enfin, tu vois, c'est même Non, pas toi mais qui paye, c'est lui qui te paye et en plus tu arrives à vendre ta prestation derrière. tu sais que Par le contre, pire. faut s'entourer, faut faire ça bien, tu vois? Ouais, bien sûr, mais le pire, c'est même si on dénoue le raisonnement, c'est que je pense, sans trop me planter, que au moins 80% des photographes qui ont déjà acheté de la pub sur Meta, donc sur Facebook ou Instagram, l'ont fait suite à la petite pop-up qui est apparue qui dit pour 4,32 €, tu peux toucher 64 000 personnes, clique ici et donne ta carte de crédit. Et le simple terme de coût d'acquisition, alors je ne parle même pas du retour sur investissement, du ROI, Mmh. du coût par clic, du coût du CPM, etc. Je pense que ça, c'est complètement à des années-lumière de la Ouais, plupart je des gens. sais. Mais aussi, il faut revenir aussi aux fondamentaux, c'est qu'il n'y a aucune école de photo qui t'explique déjà ce que c'est le marketing, Je ce que sais. c'est le coût d'acquisition. Alors, toi, tu as fait une école de commerce, tu l'as expliqué au début. Mmh. Moi, je me suis formé aussi en marketing à côté. Mais les gens qui vont faire. Enfin, si tu as fait une école photo, donc c'est très bien, tu sais utiliser un appareil photo, tu sais mettre des fonds, tu sais développer, etc. Euh, on te dit, va dans telle entité, va sur tel groupe Facebook, etc. Et après, tu te retrouves face au mur de la réalité assez vite. Et que si C'est tu es en ça. concurrence avec une machine à 6 euros pour tes photos d'identité, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué de.
Non, je pense que toi, tu te fais l'avocat du diable, mais en fait, tu sais, aujourd'hui, on est quand même face à des gens qui ont plus envie de contact humain que d'aller faire des photos dans une machine. Alors, tu as toujours la petite masse de gens qui sont pressés, qui ont le temps de rien, mais il y a quand même énormément, énormément, énormément de gens qui ont envie d'aller chez le photographe et d'avoir un contact parce que est-ce qu'ils sont bien, est-ce que la photo, ça va enfin, tu vois, en fait, pour le vivre, parce que, tu vois, ça me tenait à cœur d'être présidente de la fédération, mais de continuer à bosser. Parce que si je pense qu'il y a une chose que tu fais bien, c'est quand tu connais ton marché, aider les autres à progresser ou faire les choses correctement ou bien représenter la profession. Si tu n'es plus dedans, tu la représentes pas bien. Moi, je vis ça au quotidien dans mon propre studio et sincèrement, je l'entends. Il y a toujours des gens à qui on parlera pas. Mais je pense que franchement, aujourd'hui, photographe, tu vois, Philippe Payal, là, dans ses vœux à la FNP, là, au début d'année, il disait qu'on était à peu près 50 000 sociétés en 74-25 ans. En gros, grosso modo, sur le marché de la photographie. 50 000, on est 67 millions de Français, franchement. Tu vois, enfin, on est large. C'est ce que je dis toujours quand on me dit, oh là là, photographe, bébé, grossesse, on est saturé. On est saturé de quoi? Sincèrement, 650 000 naissances. Donc, 650 000 naissances égale 650 000 grossesses. D'accord? Parce que tous ces bébés sortent de quelque part. Et après, moi, parce que moi, mes clients, une fois que je les ai, je les prends 3 fois. En grossesse, en nouveau-né, je les fais revenir pour les 1 an du bébé. Si tu es bon en marketing, une fois que tu l'as, ton client, tu le tiens parce que ça coûte moins cher de fidéliser que d'aller en chercher un nouveau. 650 000, franchement, on est combien de photographes aujourd'hui à être spécialisés en grossesse nouveau-né? Allez, allez. 8 000 et encore 8 000, je te dis ça à la louche, je pense que tu es hyper optimiste. À mon avis, il y en a beaucoup moins. Donc quand on me dit: «On est beaucoup trop, il y a pas de la place pour tout le monde», non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense simplement qu'on va pas chercher les gens correctement, qu'on suscite pas assez l'envie, que ce soit en photographie d'identité, que ce soit en plein de choses. En fait, on s'est perdu avec l'arrivée du numérique, en fait, c'est toute cette période de transition, fin des boutiques. Tu vois, les gens, ces 30 dernières années, ils avaient les boutiques, ils allaient chez leur photographe. Et en fait, toutes ces boutiques ont fermé les unes après les autres. Et la nouvelle vague de photographes n'a pas su venir se positionner et occuper le marché. Je pense qu'il y a eu un flou. Et en fait, aujourd'hui, donc, on commence à rattraper un peu ça parce que la profession se professionnalise. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on commence à attaquer un peu toute cette partie business, à montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on a un vrai savoir-faire, même à l'heure du numérique. Et en fait, je pense qu'on a un peu raté là, cette transition, là, ce moment entre les deux modèles économiques. Et aujourd'hui, il y a très peu de boutiques. Tu vois, moi, la première, j'ai un très gros studio, parce que j'ai quand même 150 mètres carrés. En fait, j'ai pas pignon sur enfin, j'ai pignon sur, parking, mais tu vois, j'ai pas une grande enseigne, je suis pas dans une rue, passagère. Les gens, à Saint-Cloud, là où je suis, ils savent pas qu'il y a un photographe parce que, on va plus chercher dans le centre-ville, les gens, ils passent plus devant, et en fait, bah, pour le coup, ils ont perdu cette habitude aussi d'appeler le photographe et tu vois? Donc c'est à nous, je pense que c'est à nous, la profession, aujourd'hui, de communiquer correctement et de montrer qu'on est là et de dire: «Bah, il y a pas que les cabines photo, on fait de l'identité». Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et en plus, c'est tout nous montre aussi qu'il y a enfin, si tu es un peu malin, tu te rends compte que tu peux toujours tout le monde aura toujours envie d'aller voir un homme plutôt qu'une machine. Mais bien Heu sûr, et tu vois, c'est pour ça qu'il y a encore des caissiers, des caissières dans les supermarchés, qu'il y a pas mais que bien des sûr. Mmh. hem, bon après peut-être pas le péage, mais bon, quoique, mais et du Non, coup mais il y a cette relation humaine. Tu vois, ouais, quand on me dit tout le temps: «L'IA, ça va nous prendre notre business». Non. Viens dans un studio, tu verras que l'IA, elle va t'apprendre ton business. Pour moi, tu vois, on va pas, je t'en parle 2 secondes parce que ça, c'est un truc, sur lequel à chaque fois, quand on me dit: «L'IA, ça va nous tuer le métier». Je suis d'accord, ça va tuer une partie du métier. Parce que tous ceux qui font du packshot, des choses comme ça, mais si tu bosses avec des humains, ça va pas tuer ton métier. Viens faire une séance dans mon studio. Tu verras que l'IA, elle va pas me remplacer, c'est impossible. Avec les nouveau-nés, je les ai dans les bras pendant 2 heures, c'est moi qui les positionne, qui les mets en place. Il y a une vraie, à chaque fois, bon, quand on dit ça, je trouve que c'est toujours un peu too much. Il y a une expérience, tu vois? C'est le truc marketing, ça. Faites vivre une expérience à vos clients. Mais, je pense que pour le client, il y a quand même cette partie, expérience, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs, ça suscite quelque chose chez eux, c'est un souvenir. Au-delà des images que je crée, en tout cas, je parle pour moi parce que c'est vraiment l'activité que je connais. Au-delà des images que je crée, il y a toute cette partie de discussion, cette partie manipulation du bébé,
la façon dont eux viennent prendre part aux images, et cetera. L'IA, elle va jamais générer ça. C'est pas parce que tu vas mettre ton bébé sur une couverture et prendre en photo son visage que tu vas générer toutes les images que moi je peux créer et le souvenir qui va avec. Donc, Ouais. je suis d'accord, l'IA pour certains trucs, ça peut voilà. Mais moi, l'IA générative sur, mon business, sur tout ce qui est photographie sociale, aujourd'hui, je t'avoue que c'est pas ce qui m'inquiète le plus, clairement pas. Oui, puis sur la question des photos de bébé, il y a un truc tout con, mais c'est est-ce qu'une mère de famille, une mère qui vient d'avoir son enfant, va confier son bébé à une machine ou Alors, à un humain qui a déjà eu en plus des enfants? Enfin, tu vois? Et mmh, c'est la raison pour laquelle tu prends, par exemple, dans l'aviation, pour connaître un peu le milieu et des gens qui m'ont parlé, tu vois? Un avion, par exemple, n'a plus besoin de pilote. Tu as des avions qui décollent sans pilote, tu as même certaines compagnies qui interdisent aux pilotes de toucher, de de toucher les faire. manettes parce que la machine va mieux calculer qu'eux, tu vois? La Mmh. consommation de kérosène et cetera. Sauf que tu pourras jamais dire à 350 personnes qu'il y a pas un pilote De dans. pilote dans l'avion. C'est Ah, pas mais possible. voilà, parce qu'en plus, il y a effectivement le film et tout. Donc, de la même façon, tout ce qui va toucher à l'humain, alors si on est capable de faire plus confiance à une machine, moi personnellement, je ferais peut-être plus confiance à une machine, un algorithme pour, je sais pas, un traitement de données ou détourer une photo ou un machin, plutôt qu'une personne qui va mettre 5 heures à faire son truc. Mais par contre, quand il est question de relations humaines ou de... Tu vois, c'est ça que les gens devraient comprendre, c'est que du moment que ton client peut pas faire confiance complètement à une machine ou qu'il n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a une loi qui, typiquement le marché dont tu parles des photos d'identité, c'est typiquement le truc, alors peut-être qui arrivera, qui amènera des dérives, comme tu le dis, si par exemple il y a d'autres professions qui s'improvisent photographe, bah, c'est une dérive. Comme quand le CPF est arrivé, bah, il y a eu des dérives de dingue Mmh. avec des gens depuis Dubaï qui faisaient des arnaques au CPF, etc. Mais ça, c'est un peu la suite logique d'une décision. C'est qu'il y aura forcément une partie des gens qui... Tu Mais peux jamais toujours, c'est l'empêcher. quand même ça. Tu vois, là, l'identité, on a, 1 ou 2 sites, allez, ou 2 3 sites, ils proposent aux gens de faire les photos de chez eux. C'est-à-dire que tu prends ton smartphone, tu le mets dans ton mur blanc et puis tu envoies la photo et puis ils te renvoient le numéro NTS. Ouais, OK, mais en fait, j'en reviens toujours à la même chose, il y aura toujours des dérives, on pourra toujours essayer de les éviter. Moi, je préfère passer, mon temps à me concentrer sur la grosse part du marché, plutôt que de perdre du temps à toujours batailler contre les petites structures et les petites initiatives qui sont à côté et qui, au final, représentent pas tant que ça, tu vois? Parce que ces sites-là, ils ont pas des budgets énormes pour faire de la communication, parce que, l'identité, on est quand même sur un marché où les gens, ils avaient pour habitude d'aller chez le photographe. Aujourd'hui, j'ai plus intérêt à, entre guillemets, «à les inciter à aller chez le photographe» plutôt que dans une cabine, tu vois? Ça, c'est, voilà, mais bon et Mm. après, je reste persuadée que même les 2 modèles peuvent continuer à exister parce que l'humain, si on n'aura pas assez, même si quelques métiers annexes s'y mettent, je pense qu'on n'aura pas assez de capacité pour faire les photos d'identité de tout le monde. Donc, de toute façon, je reste persuadée que tu peux avoir plusieurs modèles économiques qui Mm. coexistent et ça laissera quand même de la place à tout le monde. Moi, je suis pas, quelqu'un qui est, je suis pas négative, en fait. Je tends à penser qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Ouais. Enfin, pour tous ceux qui occuperont la place, qui occuperont une place, enfin, tu vois, qui auront envie de la prendre. Qui aura envie de la prendre, Ouais, exactement. Il c'est y a un ça. autre truc aussi enfin, si on va encore au bout de ton raisonnement sur tu dis par exemple, il y a 8000 photographes à la louche dans un domaine comme Mmh. les bébés. Mmh. Si tu enlèves effectivement déjà, il y a la question de la géographie. Il n'y a pas un photographe dans chaque région. Ah bah, non. Euh, Bah, il y en a dans chaque région, mais c'est toujours pareil. Enfin, tu vois, à Paris, dans je sais chaque pas combien on ville. a de bébés à naître, Ouais. mais tu vois, Ouais. c'est Et non, mais puis, franchement, tu as des gens qui n'ont pas forcément aussi envie de bosser parfois, ou qui n'ont pas forcément envie de s'adapter à certains clients, certaines demandes, et notamment demandes tarifaires. mmh, Et puis après, il faut dire aussi les choses, tout le monde n'est pas au top niveau. Et si tu veux, la question de la concurrence, même si toi, le but du jeu, c'est de fédérer, donc la question de la concurrence, c'est pas forcément une question, c'est une thématique peut-être un peu glissante, mais en tout cas, c'est pas, vous en parlez pas forcément, mais euh, euh, il y a tout simplement le fait d'être meilleur qu'un autre, que ce soit dans ses relations avec les clients, que ce soit sur la retouche photo, la prise de vue, le professionnalisme. Donc, il y aura toujours de facto des opportunités à prendre, même s'il y avait beaucoup plus de monde, tu vois, même si le marché était vraiment saturé. en fait, si tu veux, il y a un truc de base déjà, c'est que, avec,
le statut de micro-entreprise, l'ancien auto-entrepreneur. On se retrouve avec des sociétés. Parce que tu vois, moi, quand je pense société, moi, mon rêve, ça serait que tous les entrepreneurs photographes aujourd'hui aient des chiffres d'affaires entre 100 et 200 000 euros. Parce que je tends à penser que c'est ce qui te permet d'avoir une activité bien installée et qui te permet de vivre correctement. Après, tout dépend de ton niveau de charge. Mais en fait, aujourd'hui, sur ce marché-là, on a quand même une grande partie. Tu vois, moi, j'ai fait une étude. On a mené une étude sur nos adhérents de la fédération au mois de janvier. C'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a quasiment 60% des gens qui sont en entreprise individuelle. Alors, entreprise individuelle ne veut pas dire qu'ils ne font pas beaucoup de chiffre d'affaires. C'est simplement, voilà, entreprise individuelle. Mais on a, au sein de ces 60% d'entreprises individuelles, on a quand même une bonne part de gens qui sont sous le statut de la micro-entreprise. Donc, l'ancien auto-entrepreneur. Tu vois, on est sur des franchises en base de TVA, donc avec des gens qui font entre 30 et 35 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, tu vois, ça Vraiment. compte pour une entreprise. Mais en réalité, si tu as des tarifs qui tiennent et que tu fais entre 30 et 35 000 euros par an, ça veut dire que tu fais quand même pas beaucoup, beaucoup de séances. Parce que c'est quand même hyper limité, 35 000 euros de chiffre d'affaires. Après, moi, ça ne me pose pas de problème, même si j'aimerais que tous ces gens-là, à terme, finissent par aller sur d'autres statuts et tu vois, avoir des ambitions plus importantes. Mais tu as beaucoup de femmes ou de mamans, en fait, qui se sont reconverties parce qu'on est un métier où tu as des gens qui ont fait des études photo, ce que tu disais tout à l'heure, hein, des gens qui ont vraiment appris la photo, qui n'ont pas appris le commerce, mais qui ont appris la photo. Et dans tout ce qui est en nouveau-né, grossesse, etc., on est sur un modèle qui est complètement différent. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est une spécialité qui fonctionne extrêmement bien en ce moment. C'est qu'on est sur des gens qui sont en reconversion. Donc, beaucoup qui n'ont pas du tout fait d'école photo, mais qui, par contre, sont beaucoup plus sujettes, parce que je te dis sujettes parce qu'on est quand même sur énormément de femmes dans ce domaine-là, mais qui ont déjà eu une carrière en marketing ou enfin une carrière derrière elles et qui aujourd'hui sont beaucoup moins techniciennes. C'est-à-dire qu'en photo, elles savent faire, mais elles ne savent pas toujours comment elles font. Enfin, tu vois, on n'a pas le bon vocabulaire, c'est un peu... Non, mais après, moi, je les côtoie tout le temps et quand tu les écoutes, elles n'ont même pas de... La plupart, tu vois, enfin, même plus de gêne. C'est-à-dire que c'est pas grave, ce qui importe, c'est le résultat, c'est pas comment tu y vas. Et par contre, elles tournent bien, mais elles ne cherchent pas à faire des rémunérations de malade. Ce qu'elles veulent, c'est avoir 2 500 euros par mois de rémunération, pouvoir aller chercher leurs enfants à 16h30 à l'école et avoir une vie de famille épanouie. Je trouve ça louable. Tu vois, je me dis, si ça peut leur permettre d'avoir un job qui est cool, qui leur fait plaisir, parce que souvent c'est un métier passion, et qui leur permet pendant les années de petite enfance, en tout cas les premières années de vie de leurs enfants, d'avoir un équilibre, moi je dis tant mieux, quoi. Tant mieux. Mais voilà, à terme, je pense qu'aussi, il faut avoir un peu d'ambition et quand tu peux, tu vois, commencer à réfléchir plus gros. Mais c'est pour ça qu'on n'est déjà pas beaucoup, à mon avis, en nombre. Mais en plus, dans les pas beaucoup, il y en a beaucoup qui ne génèrent pas énormément de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le marché ne soit saturé. Ouais. Après, la vraie difficulté, c'est de donner envie aux clients de venir, en fait, d'oser aller. Et pour ça, c'est valorisation du métier. Montrer qu'on a des compétences, montrer qu'on sait faire et puis montrer qu'on peut faire aussi. Juste dire aux gens, vous avez vu, on fait de la photographie nouveau-né. Mhm. Parce que grossesse nouveau-né, c'est arrivé il y a 8-10 ans, mais avant, c'est pas du tout commun. Ouais. On faisait pas Ouais, ça, tu vois. ouais, puis vous avez la chance d'avoir un marché qui est monstrueux, en fait. C'est du B2C, vraiment, très large, quoi. C'est, pour le coup, après, c'est juste les questions de enfin non, pardon, de pouvoir d'achat, des clients Mm. qui change. Mais à la différence d'un photographe qui va vendre des droits d'auteur à des entreprises, le nombre d'entreprises déjà est beaucoup plus limité, et pour les photojournalistes, le nombre d'entreprises de presse est encore plus limité là, Encore plus limité. Mm. Non, mais c'est pour ça que je te disais, on est sur des business, on est sur entre l'UPP et nous, en fait, on est sur des combats qui sont complètement différents. C'est pas lié au fait que moi, c'est pas que les droits d'auteur ne m'intéressent pas. C'est qu'aujourd'hui, si je me réfère aux préoccupations des gens que je représente, les droits d'auteur, ce n'est pas ce qui les mobilise le plus. Alors que demande à Mathieu, lui, il entend parler que de la cession de droits, des droits d'auteur, etc. Et je me dis tant mieux, parce que comme on ne représente pas les mêmes gens, on a des combats. Et au final, il combat aussi pour nous, parce que toutes les avancées que lui va pouvoir avoir sur les droits d'auteur,
bon, bah, tu vois, moi, je milite pour d'autres choses. En tout cas, je pense militer pour d'autres choses et l'un dans l'autre, parce que ça arrangera tout le monde si on quand même on maintient une branche photographie et qu'on se retrouve pas noyé avec, les taxis, les coiffeurs et cetera, tu vois? Donc chacun ses combats et tous ensemble, on aide à maintenir une profession ou en tout cas à la faire devenir encore plus forte qu'elle n'est, quoi. Je vois, mais est-ce qu'il y a pas une antinomie entre le parce que tu vois le et je pense que c'est peut-être ça vient de là, la petite, pas guéguerre, mais en tout cas la mésentente qu'il pouvait peut-être y avoir entre l'UPP et la FFPMI, qui est que tout simplement le photographe de mariage, par exemple, heu, ou de portrait, disons plutôt portrait, ce sera plus simple. Le mec qui va faire ses photos de portrait ou la nana, heu, les photos, mettons, c'est un chef d'entreprise. Elle fait les photos, elle facture sa journée de travail et cetera. Le modèle photo utilise les photos pour, son compte LinkedIn, pour le communiqué de presse, pour et cetera et cetera. Elle vend pas les droits d'auteur, cette photographe ou ce photographe. Hem, Là, pour le coup, le photographe de l'UPP va dire: «Attends, tu pas sympa, tu es en train d'attaquer notre marché à nous», tu vois? Parce que enfin, pas Non, mais attaquer le nous, marché, on fait mais quand même les choses dévaloriser. bien. Si tu veux, on milite pas pour ça, mais en fait, tu as beaucoup, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on a chez nous, on représente principalement des artisans. Je pense que j'ai, 95 des photographes qui sont adhérents, qui sont artisans. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu peux avoir le double statut. C'est-à-dire que tu peux être à la fois artisan, parce que artisan photographie sociale, d'accord? Moi, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un chez moi, qui va faire des photographies, je sais pas, du maire ou d'un élu ou d'un PDG, je vais l'inviter à faire de la cession de droit. Je ne vais pas lui dire: «Fais comme tu fais en photographie sociale, cède-lui les droits» et cetera. Non, on respecte quand même ça et puis de toute façon, tu sais, ils le savent bien. Parce que quand même, ça peut être, la photo enfin, là, en général, tout ce qui est photographie corporate est quand même beaucoup plus rémunérateur sur une c'est sur une séance, enfin sur une prise de vue, en général, quand tu travailles avec les sociétés, c'est plus rémunérateur que ce que tu vas faire quand tu travailles avec une famille, pour une séance famille dans un parc, le dimanche matin, tu vois? Mmh. Mais non, nous on mobilise, tu vois? Là, on va enregistrer justement une émission, sur les droits d'auteur et je pense que c'est Mathieu et Stéphanie là, qui vont venir, justement pour nous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Parce que le but du jeu, c'est pas de prendre les choses par-dessus la jambe et de se dire: «Non, non, nous on fait de la photographie sociale, ils militent pour les droits d'auteur». Moi, ce qui m'importe, c'est que mes artisans et surtout ceux qui sont en double statut fassent les choses correctement et qu'on soit, cohérents. Parce qu'en effet, tu sais, si on n'est pas cohérent entre nous et que les photographes qui font du corporate ou qui bossent avec des sociétés, que ce soit les miens ou ceux de l'UPP, il faut qu'on se comporte tous de la même manière. C'est simplement que moi, les gens que je représente, il y en a assez peu au final qui font du corporate. On est principalement vraiment sur de la photographie de mariage, tout ce qui est événements familiaux et de la photographie studio portrait, en portrait de famille, portrait de nouveau-né et cetera. C'est pour ça. Mais après non, il y a pas, ne crois pas on a une approche différente. C'est simplement que ça représente tellement peu de gens et puis tu sais quoi? Très sincèrement, tu vois, au salon de la photo, par exemple, on a nos stands qui sont côte à côte. Moi, quand je rencontre quelqu'un et qui me dit, «Je fais, 60 de corpo et puis, je fais un peu de mariage», je l'invite à aller voir l'UPP. On n'est pas à la course. Nous, à la FFPMI, alors après, je sais pas comment font les autres, tu vois? Chacun sa tambouille. Mais, nous, à la FFPMI, on n'est pas à la course à l'adhérent. On veut des gens, qui se sentiront bien dans la structure et qui auront l'impression d'avoir, des ressources et du contenu qui les intéresse. Faire venir des artistes auteurs chez moi, alors que je sais que le contenu que je vais leur fournir ne sera pas adapté, je préfère les envoyer vers l'UPP et qu'ils aient des bons interlocuteurs. Après, ce que je veux, c'est que ceux qui font 80 d'artisanat et 20 de corporate, eh ben, faut quand même que je leur donne de l'information. Donc là, on va enregistrer une émission justement, qui est à destination de nos adhérents, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, pour, leur expliquer les bonnes pratiques et les mettre en garde sur, bah, ce qui fait qu'en général, on fait des erreurs, tu vois? Mmh. En tout cas, on essaye de faire les choses correctement, pour qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble de la profession. C'est pas, ouais, ouais, c'est hyper important. Ah mais c'est louable, hein. Bah, je te parlais du fait que dans les faits, tu as beaucoup de gens qui, enfin moi j'en vois énormément de photographes, j'en forme beaucoup et chaque fois je vois passer des questions, tu vois? Par exemple, une photographe qui a fait un shoot, perso pour une artiste et qui va, s'étonner que les photos soient diffusées dans la presse et moi quand je lui explique: «Bah, en fait, tu aurais dû expliquer à ta cliente qu'elle a pas le droit de donner les photos à un journaliste, bon, à un journal». Et qu'à la limite, c'est au photographe de se faire rémunérer, qu'il a droit à des droits d'auteur, mais aussi à un salaire et potentiellement parce que c'est de la presse.
Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont très méconnues de tous les photographes et les combats, parfois, ça peut sembler un peu déroutant parce que, tu vois, le simple fait de combattre pour les droits d'auteur dessert quelque part la profession des photojournalistes. Parce que aujourd'hui, le combat a tellement été bien mené pour la photo d'auteur Mm. dans les journaux qu'un titre de presse, enfin, une entreprise de presse, n'est pas obligé de payer en salaire un photojournaliste quand c'est une image d'archive. Tu vois, c'est Mm. pas une image commandée. Ça, très peu de gens le savent, et même les CGTistes, etc., les syndicats qui vont militer pour dire une piche salaire, enfin, un travail pour la presse égale payé en salaire, ben, en fait, ils se trompent parce que la loi fait que, du fait du lobbying pour le droit d'auteur, qui a été bien fait pour le coup pour ça, ben, ça dessert les photojournalistes et du coup les Mm. détenteurs de cartes de presse, et donc du coup notre profession s'effondre aussi. Et de la même façon qu'un photographe artisan va céder ses droits d'auteur gratuitement à une entreprise ou à une entité quelconque, et donc ça va desservir le photographe en droit d'auteur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais mais tu sais, en théorie, enfin moi, bon, je demande jamais à mes clients ce qu'ils font comme métier. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tous mes clients qui viennent en photographie sociale, ils signent un contrat. En fait, les images, elles sont pas libres de droit chez moi. Enfin, ouais. le client, il a le droit de les utiliser dans le cadre personnel, mais il a signé qu'à aucun moment, il pouvait utiliser une image d'un point de vue pour son image commerciale et machin ou professionnelle. Moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai un client qui m'a dit, parce qu'en fait, souvent, les papas me disent, est-ce que on peut faire un portrait corpo? Tu vois? Pour renouveler leur CV, pendant que la maman, elle est en train de se changer. Donc, moi, je le fais de bon cœur. Je suis pas, je leur dis: «Je suis pas spécialiste, mais si tu juste pour changer ta photo sur LinkedIn, je vais te le faire». Et tu vois, ça m'est arrivé une fois où le papa m'a demandé pour je sais pas quoi, parce que dans la presse, en effet, il avait eu un article et il voulait utiliser la photo. Je lui ai fait une session de droit, tu vois? Je lui ai refacturé par-dessus. C'est rien d'infaisable. Après, pour moi, c'est clair. Ton client, il signe un contrat. Moi, mon client, demain, je me retrouve avec une photo qui est dans Capital, diffusée à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Mais mon client, je vais lui écrire. Je vais lui dire: «Mais tu pouvais pas faire ça. Tu pouvais pas donner ta photo». Enfin, Mhm. tu vois? Mais en fait, il y a une chose de base, hein, ça s'appelle un contrat, en fait. Et tu vois, t'es une des premières que j'entends à me parler de contrat pour du travail d'artisan, pour du B2C, quoi. Vraiment. Mais attends, tu sais, aujourd'hui sur moi, les artisans que je représente, je sais qu'ils ont quasiment tous un contrat. On a aujourd'hui un logiciel sur le marché, alors je vais faire de la pub, hein, mais en même temps, aujourd'hui, c'est ce qui permet de cadrer tout et je suis ravie que ça existe, c'est Photo Studio. Aujourd'hui, tu prends Photo Studio, déjà c'est génial. Alors il y en a d'autres, hein, parce que moi je suis avec Studio Ninja, tu vois? Qui est un truc australien, c'est un peu le même principe, mais c'est plus vieux. J'ai ça depuis plus longtemps. Mais en fait, mes clients, quand j'ai une demande, en fait, je leur envoie ça. Ils ont, le devis détaillé avec toute la prestation qu'ils acceptent. Ensuite, ils ont un contrat détaillé avec, justement tout ça, à quoi peuvent leur servir les images, à quoi peuvent me servir les images. Parce que tu vois, c'est pareil, est-ce que je les utilise pour ma promotion ou pas? Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qu'il faut cadrer et après, ils ont leur facture pour régler leur acompte. En fait, moi, j'estime que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on soit professionnel. Être professionnel, ça passe aussi par la signature d'un contrat en bonne et due forme, par un devis clair, net, précis. Comme ça, c'est pas contestable. Après la séance, ils pourront pas venir me dire: «Dis donc, on avait, 70 photos». Non, jamais. Tu as signé, tu as validé ton devis et ça, aujourd'hui, les artisans avec Photo Studio, parce que franchement, je sais que le logiciel cartonne. Bah, en fait, l'avantage, c'est que tout le monde a bordé tout ça. En plus, l'avantage de Photo Studio, c'est que maintenant, ils donnent une trame. Donc, tu vois, pour tous ceux qui débutent et qui savent pas trop, tu te dis: «Ah mince, il faut que je remplisse un contrat». Eh ben, il y a un début de contrat qui t'est donné avec les grandes règles, tu vois? Après, libre à toi de l'adapter. Mais ça fait qu'aujourd'hui, les professionnels, sont beaucoup plus enfin, les prestations sont beaucoup plus encadrées, en fait et moi, j'en suis ravie. J'en suis ravie parce que tu sais, chez moi, j'ai pas mal de photographes qui ont récupéré de l'argent parce que justement, leurs photos, même des photos d'enfants qu'ils avaient pu faire, avaient été revendues à Auchan ou à Carrefour. Je sais plus qui avait eu ça, mais il y en a un qui avait eu ses photos revendues à une grande enseigne et en allant faire ses courses, il s'est retrouvé avec les photos qu'il avait pris lui, non mais attends, truc de dingue, Ouais. tu vois? Donc non, 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 les contrats chez nous, en tout cas, chez les photographes dans l'ensemble, je ne saurais pas te dire. Moi, je sais très bien te parler des 1 200 personnes que je représente Mhm. parce que je les côtoie, parce que moi, je vais dans toutes les assemblées générales, je me déplace en région, enfin, on les voit à longueur de temps. Donc je sais que ça avance et je sais qu'on est sur la bonne voie, dans la structuration, vraiment, tu vois? Et dans tout cet aspect business pour les faire progresser. Je sais qu'on avance bien.
Ouais. Ah, mais c'est top. C'est top, effectivement, le contrat, c'est le truc qui semble élémentaire, mais franchement, moi, je connais très peu de photographes qui le font vraiment de façon clean, quoi. Euh, le... Dans les autres problématiques que tu vois des adhérentes, il y a quoi d'autre? Euh, et comment vous essayez d'accompagner ces photographes? Tu as parlé du manque d'ambition un peu, de la structuration, d'être professionnel. Bah, écoute, nous, on est, tu vois, dans les choses qu'on essaye de faire et tu vois, ça va avec le contrat. En fait, j'avais eu une discussion avec un monsieur de la chambre des métiers, là, à Paris et en fait, il m'avait dit: «Le rôle des organisations professionnelles, il a grandement évolué. Aujourd'hui, on lève plus les panneaux, on n'est plus là pour revendiquer, ça se fait plus de la même manière» et lui m'avait dit et depuis c'était il y a 1 an et je suis restée là-dessus et il m'avait dit: «Votre rôle aujourd'hui, c'est d'être un accélérateur de carrière». Et en fait, je le prends exactement comme ça. C'est-à-dire que nous, les problématiques qu'on voit aujourd'hui, c'est clair, c'est simple. Chez les artisans, on manque de clients. C'est ce qui revient tout le temps. C'est la crise. Depuis l'Ukraine, c'est ce qui ressort. Ce qui me fait peur, c'est qu'on avance encore. Enfin, tu vois, j'ai des studios qui allaient encore très bien et qui se portaient vraiment bien et où on se disait, mais non, en fait, c'est pas généralisé. Ça touche peut-être les plus fragiles au début, mais là, quand même, on se rend compte que ça se généralise. Et c'est vrai que nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment aider à la professionnalisation. Donc, tu vois, on a la juriste, parce que nous, on a quand même 3 salariés. On a la juriste qui fait comment ça s'appelle? Des consultations juridiques pour aider tous ceux qui sont un peu en difficulté. On a, tu vois, par exemple, c'est une chose qui est totalement méconnue, qui moi, me rend folle, le médiateur à la consommation. Ça, c'est un sujet dont personne ne parle. En dehors de chez nous. Chez nous, aujourd'hui, tu leur fais lever la main, ils ont tous un médiateur à la consommation. Médiateur à la consommation, c'est obligatoire depuis 2016 pour les entrepreneurs. Mais tous, hein, c'est pas que les photographes. En fait, tu dois payer un médiateur. L'idée du truc, c'était simplement de désencombrer les tribunaux de petites histoires qui pouvaient se régler à l'amiable, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, si tu n'as pas ton médiateur à la consommation, donc ton médiateur à la consommation, il faut savoir faut que ce soit noté sur ton site internet. Qui est ton médiateur à la consommation? Parce que ton client mécontent, il faut qu'il puisse aller faire sa saisine. C'est-à-dire qu'il se rend sur le site du médiateur et il déclare son problème avec toi, etc. Et après, le médiateur se saisit du dossier. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose chez les entrepreneurs qui est absolument pas, qui ne se sait pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, puis tu sais, l'État en ce moment est en phase d'économie. Ils veulent récupérer de l'argent et on a 1 milliard à aller chercher. Donc, je pense qu'il y a des contrôles, des petits contrôles faciles comme ça. Aujourd'hui, si tu n'as pas le médiateur à la consommation, tu t'exposes suivant le type de société que tu as entre 3 000 et 15 000 euros d'amende. Tu vois? Et ça, même là, aujourd'hui, c'est pas facile, hein, choper un médiateur comme ça quand tu vois? Quand tu sais pas, tu sais pas où t'adresser. Il y a plein, en fait, il y en a eu plein qui se sont montés maintenant, les médiateurs qui sont agréés parce qu'en plus, ils sont portés par l'État. Mais tu vois, nous, on a une offre, en plus vraiment pas chère, de 65 €. Tu es couvert pendant 3 années, et tu as le droit à une saisine par an. C'est-à-dire que tu as un client qui peut déposer un dossier contre toi et qui va se régler, on l'espère, à l'amiable. Mais tu vois, ça, c'est des choses, en fait, sur lesquelles on essaye de mobiliser les gens parce que les gens ne le savent pas. La prévoyance, c'est pareil. C'est des petits sujets comme ça, en fait, où on essaye de faire en sorte de couvrir et d'aider l'entrepreneur. Combien j'ai de photographes qui m'ont appelé en me disant, on a eu un problème, on touche 350, 500 € par mois. Et puis en fait, on n'avait pas de prévoyance. Comment on fait pour vivre? Comment on fait pour payer les charges du studio? Ben oui, forcément. Mais en fait, le problème, c'est que c'est ce que tu disais. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la photo parce qu'ils ont fait des écoles photo, parce qu'on les a formés en fait à faire de la photo. Ah, ça, la gestion de la lumière, le flashmètre, ça, c'est pas de souci. Par contre, tous les aspects entrepreneuriaux, tout ce qui concerne développer un business, le faire fonctionner, te protéger en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, tu vois, la retraite et tout ça, aujourd'hui, OK, on n'est plus sur des carrières forcément très longues. C'est vrai qu'on est un peu, ça se lâche pas mal, on passe d'un métier à l'autre. Mais quand même, si tu passes 10-15 ans entrepreneur, c'est quand même bien que pendant tes 15 années, tu te sois mis un peu, tu vois, une petite prévoyance au cas où tu as un problème, je sais pas, tu tombes de cheval, n'importe quoi, tu as un accident professionnel, que tu puisses vivre décemment pendant tes 3, 4, 5, 6 mois d'arrêt.
Et en fait, ça, c'est des choses, les photographes aujourd'hui, en tout cas, moi, tous ceux qu'on récupère dans la fédération, souvent, ils viennent, ils nous rejoignent, justement attirés, entre guillemets, par ces informations qu'ils n'avaient pas et ils se disent, en fait, ils vont m'aider. Ils vont m'aider à être un meilleur entrepreneur et après, nous, on organise des formations, enfin, mais des formations en prise de vue aussi, tu vois? On aide vraiment, on accompagne. On est, accélérateur de carrière. Là, on a fait une formation, j'avais loué le VVF à Bordeaux, au Cap Ferret et en fait, on a fait, 2 sessions de formation. Donc on a quand même 190 photographes qui sont venus, de l'ensemble de la France, donc que des adhérents de la fédération et en fait, avec, cette formation, elle s'appelle «Les fondamentaux» et en fait, c'était 6 modules. C'est 6 modules de 4 heures que tu fais sur 3 jours avec, les bases, le posing, la lumière, la composition, tu vois, enfin, la gestion du couple en extérieur. Enfin, vraiment des grandes lignes avec, les formateurs sont des gens qui étaient, on avait des meilleurs ouvriers de France, des master quad, enfin, des gens qui sont reconnus pour leurs compétences dans le domaine. Et tu vois, en fait, notre rôle, c'est vraiment, d'aider, d'accompagner les entrepreneurs à monter, à être meilleurs et à réussir à vivre de leur métier. D'accord. Après, on fait plein de choses, hein. Tu vois, il y a pas que ça, là, j'ai pensé à autre chose pendant que je te parlais, j'ai un truc qui m'est venu et puis, il est reparti. Il va revenir. Ouais, c'est ça, il va revenir. Euh, Super, bah oui, t'as raison. La problématique de trouver des clients, c'est un truc qui est tellement incompris par plein de gens. Enfin, moi, je le vois quand j'ai lancé le podcast et des contenus, des articles, des formations, etc. sur faire un business plan, enfin, trouver des canaux d'acquisition, convertir, augmenter ses tarifs, mais intelligemment, faire des offres additionnelles. Voilà, plein de choses qu'il faut savoir maîtriser, qu'on apprend. D'ailleurs, même pas forcément des codes de commerce. Je pense que peut-être tu peux témoigner aussi du fait que les codes de commerce te forment pas forcément vraiment bien à être indépendante. Ça te forme surtout à être salarié dans un bon groupe ou un truc comme ça. Mais est-ce que ça te forme vraiment à faire du marketing, tu vois, dans l'air du temps Tu sais, ça m'a donné les bases. En fait, moi, je le dis tout le temps, l'école de commerce, elle m'a appris à être multitâche. C'est-à-dire que je m'adapte. Je m'adapte à tout, tout le temps. Après, après aujourd'hui, en fait, si tu as envie, vraiment, si tu as envie, enfin moi je suis très, à l'écoute en fait, ne serait-ce que sur Instagram. Tu regardes mais ou tous les podcasts, hein. Mais si tu as envie d'être bon aujourd'hui, tu as pas besoin d'avoir fait une école de commerce. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'écoute des podcasts qui me régalent. Alors je suis très marketing, tu vois? C'est ça, tu en parlais tout à l'heure, là, tous les présidents de région, je leur ai fait une AG avec le programme 2024 où je leur parlais du tunnel d'acquisition, où j'expliquais, ah, je pense que je suis allée loin, mais tu vois? En fait, je voulais leur faire comprendre qu'il fallait qu'on ait une communication de masse pour réussir à attirer les gens et à leur faire en fait, moi, aujourd'hui, dans la fédération, ce qui me peine, c'est que je pense qu'on a une offre qui est hyper on a vraiment ouais, une offre de service, entre guillemets, parce qu'on n'a rien à vendre. Tu vois? Nous, on représente la profession en vrai, même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Mais en fait, on a un message qui est tellement important pour les entrepreneurs, pour les professionnels, que je me dis: ça me rend triste qu'on ne soit pas entendu. Tu vois? Vraiment là, c'est, et cette année, je leur ai demandé si je pouvais enregistrer, tu vois? Ce qui est très à la mode là en ce moment sur Instagram, les shorts là, les formats très courts, très impactants, avec des messages qui sont très courts et c'est vrai que je leur ai dit: «Moi, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse enregistrer des choses comme ça, sur des sujets comme je viens de te parler, la prévoyance, le médiateur, la position qu'on a vis-à-vis de l'IA aussi pour dire: "Arrêtez peut-être tout le temps d'avoir peur et intéressez-vous"». Parce que moi, l'IA, ça a révolutionné ma vie, on va se le dire, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines choses que je pouvais mettre, 7 ou 8 heures à faire, je le fais en 1 minute. Bah, en fait, c'est 7 ou 8 heures que j'ai gagnées, tous les mois. Bah, en fait, je peux les consacrer à faire 2 séances de plus, tu vois? Et en fait, le problème, c'est que les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Et moi, une des choses que voilà, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment, de vulgariser toutes ces choses qui font peur avec la fédération et de dire: «Osez vous y intéresser» et surtout, on met à leur portée des formations. Là, tu vois, on est vraiment en train de travailler sur une formation, comme on a fait pour l'identité l'année dernière, sur une formation de, «N'ayez pas peur de l'IA». En fait, quels outils pourriez-vous utiliser aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour rendre, votre, workflow beaucoup plus, efficient?
gagner en productivité, être meilleur, traiter vos images plus vite et mieux, enfin, ou juste plus vite, ou mieux pour certains, enfin, tu vois, après, chacun de prendre ce qu'il veut. Mais voilà, tu vois, c'est des choses bêtes, mais quand je vais sur Instagram et que je tombe sur des photographes ou dans les posts Instagram, c'est bourré de fautes d'orthographe. D'un point de vue crédibilité pour les clients, je me dis c'est quand même super dommage. À l'heure de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, je me dis c'est dommage. Mais en fait, les gens ne savent pas. Ils ne sont pas intéressés, personne ne va voir. ChatGPT, même si tu ne sais pas faire un prompt de malade, ok, tu as le droit. Mais par contre, je pense que tout le monde est capable de lui dire j'ai écrit ce texte. Est-ce que tu peux me corriger les fautes d'orthographe? Deux points, texte. Tu cliques sur le bouton, il te redonne le même texte avec les fautes d'orthographe corrigées. Pourquoi aujourd'hui tout le monde ne fait pas ça? Dis-moi. Moi, je me pose la question de pourquoi on n'apprend pas, même à l'école, même à des collégiens, mais pour les même plus jeunes, à utiliser l'IA, quoi. On vit dans un monde où tu vois tout le temps autour de toi tes parents confier l'éducation de leurs gosses à des écrans d'iPad pour faire des jeux à la con ou pour regarder des émissions YouTube débiles, alors qu'ils pourraient leur expliquer comment marche l'IA Alors attends, tu vois? je pense qu'ils y travaillent parce que tu sais, nous, on travaille là avec la fédération parce que tu vois, un sujet qui est plus grand public et un peu mobilisation autour de la profession, on travaille là sur une petite conférence qu'on voudrait mettre en place pour sensibiliser les très jeunes, donc les 7-11 ans, sur le droit à l'image justement. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, il y a pas mal de dérives sur les enfants à l'heure de leur premier téléphone où ils prennent un peu tout et n'importe quoi en photo et les réseaux sociaux notamment. Donc là, j'ai très envie là de créer dans les prochains mois un programme de conférence qui serait donné. On ne passera pas par l'éducation nationale parce que sinon on n'aura pas d'entrée. En fait, on veut essayer justement, tu vois, que moi, dans l'école de mon fils, en CM1, je propose à la maîtresse de venir faire une intervention sous couvert de, je lui donne le programme, elle regarde si ça l'intéresse. Après, ça sera tamponné Fédération française de la photographie et des métiers de l'image avec un contenu bien défini, quelque chose de très ludique. Et justement, tu vois, je suis en train de travailler sur ça et je sais que l'Éducation nationale est justement en train de travailler sur quelque chose autour de l'intelligence artificielle pour mobiliser les jeunes, en tout cas, ils se renseignent. Parce que les gens chez nous qui sont nos spécialistes IA ont été contactés par l'Éducation nationale pour justement travailler sur un programme de sensibilisation des jeunes sur ces outils-là. Donc, ça va venir, mais tu sais, en fait, ça va tellement vite. Et l'État est une tellement grosse machine que malheureusement, Ouais, c'est surtout la voilà. lenteur administrative qui fait que ça met du temps. Parce que le contraste, il vient de là. Quand tu regardes un peu ce que disent les experts, je sais pas, tu lis du Laurent Alexandre, qui est aujourd'hui qui est assez bon dans l'IA et le ChatGPT notamment, qui a écrit un bouquin sur ça et qui connaît bien l'univers politique et Mmh. t'explique qu'il n'y a aucune volonté encore aujourd'hui de vraiment faire un truc. Le problème de l'IA, c'est que de l'IA dans un gouvernement, c'est-à-dire que si tu apportes ça dans un gouvernement comme enfin, une administration française, euh, tu vas vite voir les limites du système actuel. C'est-à-dire que, tu vois, toi, quand tu dis il y a 7 heures que je peux transformer en 20 minutes, imagine le nombre d'heures qu'on peut économiser dans Là, je sais. l'administration française. Mais du coup, imagine le nombre de personnes qu'il va falloir sortir du système, qu'il va falloir mettre au chômage, qui sont aujourd'hui invirables parce qu'ils sont fonctionnaires. Ouais. Euh, c'est impossible. Enfin, quand tu réfléchis sur le papier, et pourtant, ça marcherait parce que tu vois certains États, tu prends les Émirats, on connaît ou qu'on n'aime pas, les Émirats arabes unis, c'est le premier État à avoir adapté l'IA dans son administration. C'est-à-dire que même dès que tu mets le pied sur le territoire, que tu arrives à l'aéroport, les mecs ont pensé un système pour que tu passes le moins de temps possible à donner ton passeport et à te faire prendre en photo justement pour ton visa. Et tu as même le Non, chèque mais du attends. pays qui se déplace Moi, pour... je suis allée 5 fois à Dubaï. À Dubaï, c'est fantastique. Tu arrives, enfin, c'est un des seuls endroits où en 3 secondes et demie, tu passes. Je le sais, je Et sais. quand tu donnes ton passeport et qu'on te redonne ton passeport, le mec te file une carte SIM avec 1 giga de data pour la journée. En termes d'expérience client, comment tu peux faire mieux que ça, quoi, tiens. Et alors, bien sûr, dans la presse française, on va dire que, enfin, dans les gens, la perception qu'on a de cet état-là, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, tu as compris, tout le monde qui écoute aura compris. Mais c'est vrai que quand tu as mis les pieds là-bas, tu te rends compte que c'est un peu différent de la réalité, enfin, de la réalité qu'on s'en fait. Mais c'est clair que l'éducation à l'image, l'éducation dans le droit à l'image est vachement intéressant. Ouais. Je te souhaite d'y Et arriver. oui, et puis en plus, tu vois, on se dit, alors c'est former les jeunes parce que c'est important. Enfin, tu vois, moi, si j'ai eu l'idée de lancer ça, c'est parce que mon fils a sorti l'année dernière son téléphone portable qu'on lui a donné juste pour qu'il nous prévienne quand il est bien arrivé au tennis. Hein, tu vois, à la base, c'était
C'est plutôt, il l'a sorti en plein CM2 et puis il a pris sa maîtresse en photo. Le scandale. Il était convoqué partout, enfin, tu vois? Et je me suis dit: «Alors lui, on va dire qu'à la différence des autres, il a une maman photographe, pour le coup, on a une culture de l'image qui est dingue et je pense qu'il y pensait pas à mal». Mais à mon avis, c'est qu'il y a un problème qui peut arriver dans plein de situations et je trouve ça intéressant qu'on vienne justement, si on peut rentrer dans les écoles et parce qu'en fait, indirectement, avec les enfants, on va toucher les parents. Parce que tu vois, le soir, quand il va rentrer, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va raconter tout ce qu'il a entendu. L'idée de cette petite, conférence, c'est d'avoir, quelques messages clés qui soient forts et redondants pour que vraiment ça rentre bien et que, le message se mobilise, bien dans l'esprit, du grand public. Et je reste persuadée que ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et très ludique. Voilà, parce que, il faut qu'on se positionne, de manière ludique. Mais ça, c'est un beau projet, en fait. J'espère qu'il pourra voir le jour rapidement parce que, c'est quelque chose cette année qui est une grosse partie de notre programme. Ouais. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est un beau projet. Mais de toute façon, il y a plein de choses à faire en réalité, moi, si je pouvais, dupliquer, tu vois, des idées, j'en ai plein. Après, on est obligé d'y aller doucement aussi parce que tu peux pas mener tous les projets en même temps et puis parce qu'il faut vivre aussi avec, dans l'air du temps, tu vois? Tout va vite, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sortent, donc voilà, c'est aussi difficile pour nous de rester, tu vois, de trouver la bonne limite entre, tout cet aspect, syndicat et cetera et puis, enfin, ce qu'on peut faire et là où on nous attend et les envies qu'on pourrait avoir. Parce que nous, on est quand même un bureau qui est assez jeune et dynamique. Enfin, on a tous une quarantaine d'années, tu vois? Mais jeune, aussi dans le métier et pour le coup, on essaye de trouver la bonne limite entre, là où on pourrait pousser la fédé parce qu'en fait, on est presque dans une gestion comme une entreprise, quoi. Enfin, si ce n'est qu'on n'a pas vraiment de pression de résultat parce qu'en fait, souvent, quand tu as pas de pression de résultat, ça fonctionne bien et là, c'est un peu ce qui se passe. Mais voilà, d'essayer de trouver la bonne limite entre, ce qu'on peut faire là où on nous attend et ne pas aller trop loin avec des choses qui seraient trop novatrices. Donc bon, voilà, on avance doucement et on espère que sur les années à venir, ça portera ses fruits, tu vois? Que petit à petit, en fait, on va installer quelque chose, dans l'esprit collectif sur, les photographes, enfin sur la profession et cetera. Ah, mais c'est super et bravo pour tout ça parce que quand on s'est recontactés tous les deux, j'avais vu passer les shorts dont tu parles justement, les reels où tu as repris exactement les codes des youtubeurs dans beaucoup que je suis moi sur des podcasts et j'ai trouvé ça très brillant, très intelligent et très bienvenu parce que ça manque tellement et pour avoir fait face à des obstacles comme ça, à proposer à d'autres institutions des projets un peu dans ce sens, c'est vrai que dès que tu parles à une association, un organisme ou quoi, c'est toujours très lent parce qu'il y a des conseils d'administration, etc. Et il y a aussi très peu de, faut le dire aussi, il y a très peu de prise de risque et de prise de décision ou tu vois, de gens qui assument et qui ont le courage de leurs ambitions quelque part. Et ça se sent que là, pour le coup, à la FFPMI, il y a pas ce problème-là. Donc, Ah non, il y a pas. Mais pourtant, on a des grosses instances parce que derrière moi, j'ai 12 membres de conseil d'administration et 19 membres de comité directeur. ouais. Mais par contre, tu l'as dit, en fait, moi, c'est ce que je leur dis, je suis une locomotive, je suis là pour tirer la machine et en fait, j'ai pas peur. Au pire, tu sais quoi? On se plante. Ouais. Au final, ça fait quoi de se planter? On fera jamais de mal à la fédération, on fera jamais de mal à la profession en essayant de faire. Après, j'ai quelques sueurs parce qu'il y a des fois, je prends des risques, qui me semblent, tout compte fait, après coup, un peu inconsidérés. Comme l'année dernière, on s'est dit: «Tiens, on va louer un amphi de 300 personnes pour, la remise des médailles de la photographie professionnelle» et je dois t'avouer que je me suis dit: «Si on est 50, pas foufou, quoi». Mmh. Mais, au final, en fait, tu te mets la barre un peu haute et tu te rends compte que tu pouvais le faire. Et en plus, l'avantage que j'ai, c'est que tout le monde porte ça et qu'on a vraiment une fédération aujourd'hui qui est, hyper, enfin, tout le monde est OK avec ce qu'on fait, avec la ligne directrice. De toute façon, nous, c'est les présidents de région, donc ce que je te disais, les 19 régions. En fait, moi, je propose un projet à ces 19 présidents de région au mois de février chaque année, quand ils renouvellent mon mandat, parce que moi, je suis élue que pour une année et après, une fois qu'ils ont dit oui, c'est le conseil d'administration qui prend le relais pour voter les budgets. En gros, j'ai l'idée, mais derrière, il faut quand même voter des budgets pour, voilà. Donc en fait, on a quand même une grosse structure, mais tu sais, c'est toujours pareil. C'est ce que me disait le président de la CNAMS, la Confédération nationale, de l'artisanat et des métiers de service et il disait: «Les organisations qui fonctionnent sont les organisations qui ont à leur tête des gens qui prennent le navire, Mmh.
Tu vois? Si tu as quelqu'un qui est persuadé de l'intérêt, en fait, ça finit toujours par passer. Oui, puis il faut Donc aussi avoir le reste des wagons qui acceptent aussi d'être dirigés et qui acceptent d'avancer au rythme, quoi. Et c'est pas si simple non plus d'avoir aussi les gens qui. Parce que tu peux avoir un leader bon, mais si t'as pas non plus aussi les gens qui suivent, en fait, tu sais ce qui fait que ça ne marche pas? C'est l'opposition. Hmm. En fait, c'est quand tu as de l'opposition, ça ne fonctionne pas parce que si tu as de l'opposition, bah, forcément, tu as des gens contre toi. Donc, de toute façon, quand bien même, si tes idées étaient bonnes, ça ne fonctionnera pas si tu as des gens qui sont opposés. Moi, j'ai de la chance j'en profite parce que je sais que ça changera. Tu sais, c'est pas. Voilà, j'ai travaillé 4 ans avant d'être présidente de la fédération. Je suis restée, j'ai passé 4 ans à travailler comme vice-présidente du président en place. J'ai attendu que mon tour vienne, mais c'est aussi ce qui m'a permis, tu vois, de faire comprendre à tout le monde que j'étais légitime parce que c'était compliqué. Je suis une femme. Je suis pas très vieille dans la profession. Je fais aussi partie de cette catégorie de photographes qui bon, je te dis pas que je suis pas technicienne, mais tu vois, j'ai pas, cette connaissance technique que pourraient avoir des hommes parce que ça ne m'intéresse pas et donc voilà, j'ai dû faire mes preuves. Mais l'avantage, c'est que quand je suis arrivée, bah, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était, peut-être très nouveau et que j'avais des idées qui étaient très différentes, mais qu'en tout cas, ils avaient envie de me faire confiance. Hmm. Donc aujourd'hui, bah et après attention, hein, je suis hyper bien entourée parce que, j'ai, des gens avec moi dans le bureau national, enfin, tu vois, il y a pas aujourd'hui, j'ai eu des messages, tout le monde est connecté tout le temps, enfin, ce qui se passe aujourd'hui à la fédération, c'est magique. Clairement, c'est magique. Donc écoute, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Ouais. Dernière question, peut-être tu as fait. T'en parles et c'est vrai que moi, par exemple, on m'a reproché de ne pas avoir assez de femmes dans ce podcast. Euh, et C'est vrai que tu en as pas beaucoup. ouais, Permets-moi de te le dire, j'ai regardé la liste tout à l'heure, je me suis dit: «Ah bah, tu pas tant que ça». je crois qu'on était à 30%, je crois, de femmes invitées sur le podcast, enfin qui sont pas invitées, hein, qui ont répondu à l'invitation et qui ont fait l'interview, parce que je pense que si on prend le ratio de gens invités, on doit être largement à 50-50, voire même plus, parce que justement, je fais tout pour avoir plus de femmes, mais c'est pas si simple que ça. Et alors Alors pourquoi que, elles viennent pas? bah, j'ai eu plusieurs types de réponses. Et à la type de réponse, je me sens pas légitime pour parler de ce que je fais, euh, ou alors qui ont pas envie, tout simplement. Ouais. Euh, Je pense que tu as un vrai problème chez les femmes. Tu vois, je donnais une formation dans mon studio là, cette semaine. En fait, elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles sont pas techniciennes, parce que tu sais, la confiance en soi, on peut pas dire que ce soit ce qui est le plus représenté chez les photographes aujourd'hui et chez les femmes surtout. hmm. Et je pense qu'il y a un vrai, manque de légitimité. De toute façon, on le dit tout le temps, le syndrome de l'imposteur dans notre métier, c'est, un des trucs, qui voilà, surtout tous ceux qui débutent et tu en as beaucoup qui ont débuté il y a pas si longtemps que ça. Après, tu vois, j'ai eu une discussion avec une des photographes qui était justement à ma formation et je me suis dit: «C'est quand même fou». Elle a un studio, elle a un beau studio, tu vois? C'est quelqu'un qui est posé depuis longtemps. Elle fait pas, elle fait des photos. Moi, tu vois, si tu vas voir mon Insta, je fais quasiment que du blanc. C'est-à-dire que j'ai un travail de la lumière avec assez peu de modelage, je travaille le blanc et tu vois, c'est quelque chose en fait, il y en a beaucoup qui pensent que c'est quand même très simple. Enfin, qu'en gros, je me casse pas beaucoup la tête et tout et cette photographe, en fait, elle m'a dit elle est venue chez moi, qu'elle voulait travailler mieux le blanc et elle m'a dit, elle est repartie le soir et elle m'a dit: «Tu sais, ça me fait plaisir parce que tu as le courage de dire, bah, peut-être que c'est simple, mais les clients, ils aiment ça. Moi, j'aime ça. Moi, en tant que photographe, c'est ce que j'ai envie de faire et j'assume». Parce qu'elle, en fait, elle aime ça, mais tu vois, en gros, aujourd'hui, bah, si tu fais de la photo enfin, pour faire bien de la photo, bah, visiblement, il faut travailler des lumières compliquées, enfin, il faut faire, ce qui semble être le standard de la photographie et moi, en fait, ça, aujourd'hui, alors je sais très bien que souvent, on me dit: «Oui, mais tu devrais pas trop dire ça, parce qu'il faut faire attention, tu es la présidente de la fédération». Non, en fait, moi, je dis, ne pas être technique aujourd'hui, c'est pas très grave. Ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, tu sois capable de faire des images que tu aimes, que tu saches les faire, parce que quand même, c'est ça la base, mais surtout que tes clients soient contents, en fait, que tes clients soient contents et qu'ils aient envie de t'acheter ces images-là. Si c'est pour faire des images qui te font pas plus vibrer que ça, tu sais quoi? Tu les vendras pas. Moi, j'ai passé 10 ans à faire des images qui me plaisaient pas. En 2020, au moment de la crise covid, j'ai tout enlevé, j'ai tout viré. Je faisais du marron, du rouge, du rose, du bleu, du jaune, du vert avec mes nouveau-nés, je faisais tout et n'importe quoi et en fait, j'ai passé 10 ans à me dire: «Qu'est-ce que je peux publier? Et c'est pas beau et il faut que je fasse mieux et qu'est-ce que» tu vois? Et en fait, 2020, je me suis dit: «OK,
façon, on est dans un tournant. Donc, soit il se passe un truc, soit j'arrive à trouver là où je vais, soit je reprends un poste salarié. Parce que clairement, je me suis réellement posé la question, tu sais, comme tout le monde, gros déclic à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, j'ai 6-8 semaines pour réfléchir, trouver où je vais après. Et tu vois, en fait, j'ai décidé que je supprimais tout. J'arrêtais toutes les couleurs. En plus, bon, en même temps, j'ai racheté mon studio, j'ai tout refait à neuf, j'ai tout refait en blanc. Et en fait, depuis 4 ans, j'ai pris la décision de faire que du blanc avec une lumière très douce, très naturelle. Et en fait, bah oui, c'est très simple, mais par contre, j'assume totalement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça fonctionne hyper bien parce que j'ai une image de marque qui est très claire, très nette. Et mes clients, ils adorent ça. Ils viennent pour ça. Donc, les photographes, ayez le courage de vos images. Il y a pas de bon ou de mauvais style. Il y a celui que vous aimez et celui que vous avez envie de porter et de vendre à vos clients. Celui avec lequel vous serez à l'aise. Mm. Voilà. Ouais. C'est peut-être pour ça, je pense que les femmes, elles n'osent pas, elles ont peur. Après, je peux te trouver des femmes. Moi, j'en connais des super à interviewer, si tu veux. Mais bon, je ne sais pas si elles t'intéresseront. Mais... Je vais te trouver une femme qui fait de la photo d'identité. Ouais, carrément, avec plaisir. Et puis, si les femmes écoutent ce podcast et que des femmes photographes et qui ont envie de partager leur expérience et dans un domaine qu'on connaît pas forcément encore trop bien. En plus, tu l'as dit, enfin, je veux dire, quand tu vois le ratio de femmes par rapport aux hommes dans la profession, c'est pas normal, effectivement. Et même, tu vois, même dans la presse, hein, beaucoup de gens, il y a régulièrement, je vois passer des posts de personnes qui disent que c'est pas normal, les femmes sont moins bien payées que les hommes dans la presse, etc., au moins représentées. En fait, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Quand tu regardes les grilles tarifaires, elles sont les mêmes que pour les hommes que pour les femmes. Pareil. Moi, je connais plus de femmes, en plus, qui publient de plus beaux reportages que d'hommes, parce que dans certains endroits, c'est plus simple d'accès quand t'es femme, quand t'es un homme. Tu vois, Ouais. tu prends Véronique de Viguerie quand elle traverse le Yémen, un pays où quasiment personne n'est allé faire des photos, mais parce qu'elle avait une burqa et qu'elle a planqué des appareils photos sous la burqa et elle a eu le visa d'or pour ça. Là, on n'entend plus parler ces messages tu vois, qui dénoncent une injustice. Parce qu'en fait, factuellement, tu l'as dit, il y a peut-être que les hommes ont plus de confiance en eux que les femmes. Peut-être qu'ils ont plus de marge peut-être qu'ils arrivent plus facilement à négocier que les femmes aussi. Ouais. Mais là, à un moment donné, dans ce cas-là, il faut être capable de se former davantage, du coup, ou aller... C'est ça, pour aller la chercher, la crédibilité, si tu penses que tu l'as pas, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais après, peut-être aussi qu'on est moins impliqué. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Chez nous, on a 60% de femmes ou 40% d'hommes dans les 1200 adhérents. Après, c'est ce que je te disais, j'en ai beaucoup, je pense, de femmes qui sont à un moment de leur carrière où elles élèvent leurs enfants. Tu vois, avec une activité plus douce, qui leur prenne moins de temps, qui est quand même rémunératrice comme elles ont envie qu'elle le soit, mais qui ne sont pas... Moi, je te l'ai dit, j'ai 44 ans. En fait, mes enfants, ils ont 12 et 15. Je suis dans une phase, je suis en reprise de carrière, c'est-à-dire que je les ai fait grandir. J'ai vécu aussi cette phase où j'ai bossé tranquillement. Enfin, pas tant que ça, mais quand même, si, j'ai calmé le jeu parce qu'il fallait s'occuper des enfants qui étaient petits. Et là, tu vois, je suis à un âge où je reprends, c'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup plus de temps libre, ils sont autonomes, etc. Et je pense que c'est aussi aujourd'hui, la profession est dans une phase où on a énormément de femmes qui sont avant tout mères de famille et qui n'ont pas une ambition, tu vois, qui sont dans une phase tranquille, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, on est beaucoup dans la profession, mais peut-être pas à aller inventer des trucs de malade parce que ce qu'on veut, c'est une activité douce et qui permette de s'occuper des enfants. Ouais, je comprends. Mais après, il y en a. Écoute, je vais y réfléchir et je vais te faire passer des noms, si tu veux, parce que je suis entourée quand même d'énormes... Tu sais, pour te donner une idée, dans les présidents de région, aujourd'hui, je n'ai pas le nombre exact, il faudrait que je calcule, mais j'ai beaucoup plus de présidentes de région que de présidents de région à la fédération, tu vois. Donc, c'est un révélateur. C'est bien que c'est bien que les femmes sont là, quand même. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager J'ai l'impression d'en avoir partagé plein, là, déjà. Ouais. Et alors, si tu en avais un, je vais te guider. Non, mais si j'en ai un, rejoignez la fédération. Je suis pas là pour faire de la pub, je l'ai toujours dit. En plus, vraiment, j'ai juste envie que les gens se sentent bien. Mais aujourd'hui, tu es photographe, tu es un peu tout seul dans ton coin, ou tu sais pas trop, voilà. Et rejoins la fédération. Déjà,
rien que pour la valorisation. Parce que souvent, on me dit, mais pourquoi il faut rejoindre la fédération? Mais en fait, juste pour que ton métier soit représenté. Juste ça, tu vois, parce qu'en fait, plus nombreux on sera, mieux on vous représentera et plus on aura de poids. Donc ça, c'est la raison de base. Mais derrière ça, que ce soit pour tout ce qu'on apporte en fait sur la partie entrepreneuriale, les formations, mais rien que l'aspect cohésion, nous, ils ont un sentiment d'appartenance en fait, de faire partie de la grande famille de la photographie qui est juste dingue. Et tu vois, moi, je suis sur la région Île-de-France. La région Île-de-France, allez, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, grand max, il y a un événement qui est organisé et il y en a pour tout le monde. Tu veux faire de la photo de rue, il y a de la photo de rue. Mardi soir, ils vont dans un bar pour danser la salsa ou je sais pas quoi. Enfin, peu importe ce que tu as envie de faire, c'est des micro-groupes qui se forment parce qu'on est très... Enfin, moi, je les invite tous en fait à laisser les adhérents être porteurs de projets. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait que les bureaux régionaux qui soient là pour organiser des événements. Déjà parce que ça fait porter sur leurs épaules une responsabilité qui est très lourde. Donc moi, c'est ce que je leur dis. Soyez porteurs de l'Assemblée générale, une soirée de rentrée, d'organiser des formations, parce que là, il faut bien qu'il y ait une structure derrière. Mais on invite vraiment les photographes eux-mêmes à être porteurs de projets. Donc, on se retrouve avec des micro-initiatives, c'est-à-dire qu'il y a une photographe qui a envie d'échanger avec des photographes sur le scolaire. Donc, tu vois, à Paris, il y a eu un groupe, ils étaient 7-8, ils ont passé toute l'après-midi à parler de scolaire. Là, on a ceux qui ont envie d'aller danser la salsa. Donc, c'est que des gens de la fédération parisienne. Mais tu sais quoi, ça fait aussi sortir des gens de l'isolement parce que tu en as des photographes qui sont chez eux, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de collègues de boulot parce qu'ils n'en ont pas. Et tout d'un coup, tu sais, pour te sentir mieux avec tes clients et faire partir un peu ce syndrome de l'imposteur, bah, si tu fais partie de la grande famille de la photographie, et bah, tout de suite, tu te sens mieux. Donc voilà, venez, on est sympa, c'est cool. Et en plus, on vous aide à être meilleur. Donc vraiment, faut pas hésiter. C'est pas mal ça comme conseil. Très bon conseil, très bon conseil. Ben, merci. Et puis je renvoie du coup les gens sur le site de la FFPMI. Et, Ouais, mettez-de-l'image.fr, faut pas hésiter. Et si vous avez des questions, sincèrement, faut pas hésiter à prendre contact. Même moi, je suis hyper ouverte, je réponds à tout le monde sur les réseaux. Y a vraiment aucun problème. En tout cas, c'était cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec toi et avec tes auditeurs. Ben, merci à toi. Et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Et si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.